Bonjour. Oh, on m'entend. Bonjour, merci d'être là ce matin. Je me présente, Vanessa Carrara, donc je suis la directrice depuis quelques mois de Neomis. Ça me perturbe vraiment de m'entendre parler dans cette chose. Tout d'abord, je tiens à remercier la société BotCup qui nous a mis à disposition ces petites cups. Je vous invite à découvrir cette société à l'autre bout du salon. Ils sont spécialisés dans l'accompagnement des collectifs et ils mettent donc ces cups à disposition, mais ils proposent aussi une plateforme de mutualisation, ce qui est super intéressant, donc à découvrir. Mon rôle aujourd'hui, ce sera d'animer un petit peu toute cette dynamique. Donc l'association Neomis que je représente aujourd'hui accompagne depuis près de 23 ans les porteurs de projets, que ce soit des collectivités ou des entreprises dans leurs projets et la prise en compte de la biodiversité. Lorsqu'on nous a laissé l'opportunité d'organiser cette conférence aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui nous ont paru évidentes. La première, c'est d'expérience, lorsque les collectivités ou entreprises font appel à des associations de préservation de la biodiversité, souvent il est très très tard, c'est déjà très avancé dans leur projet. Lorsqu'ils font appel à nous, ça génère souvent énormément de frustration qu'on peut comprendre parce qu'ils se disent mince, on va perdre du temps, on va perdre de l'argent, ça va être compliqué. Et du coup, ça nous a semblé important de vous donner des clés pour que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas pour que vous ayez des éléments de réponse pour prendre en compte bien plus en amont toutes ces questions de biodiversité. La deuxième chose qui nous a paru évidente, c'était qu'on n'allait pas vous faire un cours martial et vous présenter les choses, la réglementation, etc. L'idée, c'était plutôt de faire appel à des personnes inspirantes qui vont vous raconter leurs histoires et vous donner des astuces, bien souvent parce qu'eux-mêmes ont essuyé sans doute quelques plâtres et que eh bien, grâce à ces astuces et ces expériences, vous puissiez aller de l'avant plus vite et mieux. Donc sans tarder, je vais vous présenter le premier intervenant qui est Arthur Lebas, qui est donc une nouvelle recrue à Neomis. Et qui va avoir la lourde tâche de vous présenter vraiment les bases de ce que c'est que la biodiversité, les bases réglementaires, et il va aussi puiser dans ces plus de 20 ans d'expérience de l'association Neomis pour vous donner quelques exemples et vous donner quelques petites astuces. Chaque intervention va durer 15 à 20 minutes et vous aurez à chaque fois un temps de questions pour pouvoir réagir à ce que vous aurez entendu. Voilà, donc sans tarder, Arthur, c'est à toi. Alors, donc bonjour à tous. Je m'appelle Arthur Lebas. Donc comme vient de le dire Vanessa, je suis chargé d'études faune, plus précisément herpétologue chez Neomis. Donc l'herpétologie, c'est les sciences qui s'intéressent aux reptiles et aux amphibiens. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit préambule un peu technique sur notamment d'une part les espèces protégées, et dans un second temps, vous présenter quelques outils, et notamment un qui permettent d'anticiper et de valoriser la biodiversité qu'on peut avoir sur un territoire. Donc, on va revenir. Qu'est-ce que la biodiversité? Donc, c'est l'ensemble des espèces et des habitats qu'on peut avoir sur Terre. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas vous bassiner là-dessus parce que je pense qu'on nous bassine suffisamment dans les différents médias. Il y a un déclin de la biodiversité qui est avéré, c'est un fait scientifique. Et ce déclin, il a pour plusieurs causes. Donc, tout d'abord, la destruction et la fragmentation des habitats. Concrètement, la destruction d'un habitat, ça va être quand on va décider de mettre un champ de céréales à la place d'un bocage. Et la fragmentation d'un habitat, c'est quand on va mettre une route au milieu d'une forêt ou une voie ferrée entre plusieurs réservoirs de biodiversité, et ce qui va nuire au déplacement des espèces. Alors, hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Donc voilà la représentation un peu de l'impact de ces différentes causes donc sur le déclin de la biodiversité. En seconde cause, on a l'exploitation des ressources, donc avec par exemple la surpêche, la surconsommation de tout ce qui est plantes forestières, donc avec notamment les coupes à blanc dans les zones équatoriales. On va avoir également un impact fort du changement climatique, puisque
le changement climatique induit des changements qui sont brutaux, et donc les espèces n'ont pas nécessairement les capacités suffisantes en quelques années, en quelques décennies, pour s'adapter à une augmentation des températures, par exemple, ou à une diminution de la concentration en oxygène dans l'eau. On va avoir ensuite les pollutions, donc pollutions connues comme la pollution du sol, pollution de l'air, pollution de l'eau. Mais on a également des pollutions un peu moins connues, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, comme la pollution lumineuse, qui va avoir un impact très important, notamment sur les espèces nocturnes, comme par exemple les oiseaux nocturnes ou les chiroptères. Donc les chiroptères, c'est les chauves-souris. Et la pollution sonore, donc là qui va avoir un impact, par exemple, si j'ai une route à côté d'une mare, et toutes les espèces qui se reproduisent en utilisant le chant vont être impactées de manière assez significative dans leur parade nuptiale. Et la dernière cause, je ne l'ai plus en tête, c'est les espèces exotiques envahissantes, donc les espèces qui viennent d'un autre écosystème ailleurs dans le monde, qui ont été introduites de manière intentionnelle ou non par l'homme, donc souvent par le biais du commerce, par le biais du transport. Et donc toutes ces causes vont avoir un impact fort sur la biodiversité. Et donc, on va avoir des espèces qui aujourd'hui sont menacées. On estime en France qu'on a environ 30% des espèces qui sont menacées. Donc c'est presque un tiers des espèces que l'on connaît en France qui sont menacées. Donc c'est quand même assez important. Et donc ces espèces menacées, les scientifiques ont décidé d'évaluer la menace sur ces espèces avec un statut de conservation, donc qui est déployé dans des listes rouges. Donc en France, on a la liste rouge, par exemple, je vous ai mis ici, la liste rouge des amphibiens et reptiles de Lorraine. Donc qui est une liste régionale, celle-ci, et qui décline donc toutes les espèces que l'on va retrouver à l'échelle de la région avec leur statut de conservation qui va aller de préoccupation mineure à espèces éteintes, ou on va dire espèces en danger critique d'extinction pour celles qui sont encore vivantes. Et donc cette liste rouge, elle va nous amener, donc, alors là on voit un peu les différents grands taxons que l'on retrouve en France. Et pour chaque grand taxon, le pourcentage du taxon qui est menacé, on voit que c'est assez inégalement réparti. Par exemple, avec des taxons très fortement impactés, comme les amphibiens et les reptiles, où on est aux alentours de 25%, et des taxons un peu moins impactés. On va citer par exemple les mammifères aux alentours de 14%, ou encore les libellules aux alentours de 12%. Et donc, on va aller dans le vif du sujet. Ces espèces menacées, en fait, elles vont surtout nous permettre d'avoir une base scientifique pour protéger ces espèces, puisque les espèces protégées en France sont déterminées à partir de cette base scientifique. Et donc, je vous ai mis des petits exemples d'espèces protégées que l'on retrouve en Lorraine, avec des espèces communes, comme par exemple le lézard des murailles que l'on retrouve sur le moindre muraille, sur le moindre mur chez soi. Des espèces comme le hérisson commun, excusez-moi je vois mal, il y a un reflet. Le hérisson commun qui est protégé. Alors c'est vrai qu'on a plus tendance à voir le hérisson écrasé sur le bord de la route, mais c'est une espèce protégée. Et donc, ouais. Et donc ce qui est important de noter, c'est qu'il y a effectivement, comme on s'y attend, des espèces qui sont rares, qui sont protégées, donc comme la cigogne noire que l'on peut rencontrer en forêt dans le Grand Est, ou le milan royal, mais on a également des espèces communes. Et en fait, c'est là qu'on intervient, nous, en tant qu'association naturaliste, puisqu'en tant qu'amateur, on se dit pas forcément qu'une espèce commune va être protégée, parce que, par exemple, quand on va voir au printemps débarquer une cinquantaine, voire une centaine d'hirondelles, on se dit il y en a beaucoup, ça ne doit pas être protégé, voilà. Et en fait, si. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup d'espèces. Je pense même au pic noir, par exemple, qu'on va avoir beaucoup dans l'Est, mais qui va être beaucoup moins présent dans d'autres régions en France. Et donc, c'est là qu'intervient l'association naturaliste, puisque nous, de par nos compétences, de par notre connaissance, on va pouvoir vous conseiller, vous renseigner sur ces espèces. Et donc, c'est là qu'intervient un outil très important et très intéressant à mettre en place, notamment pour les collectivités, c'est l'Atlas de la biodiversité communale. Donc c'est un outil assez récent qui est coordonné par l'Office français de la biodiversité. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte aujourd'hui en 2022, alors oui la carte doit être de 2022, les données sont à jour. Donc il y a 2800 communes aujourd'hui en France qui sont en train de mettre en place un Atlas de la biodiversité communale.
Et en fait, cet outil il est intéressant parce qu'il va vous permettre d'avoir une connaissance, tout d'abord, donc de vous informer et d'avoir une connaissance sur les espèces qu'il y a sur votre territoire. Mais ça va surtout vous permettre d'avoir un outil d'aide à la décision, puisque quand vous allez porter des projets sur votre territoire, cet outil il va vous permettre de définir des zones à enjeu plus ou moins importants. Et par exemple, si vous avez envie d'aménager, imaginons je suis élu, j'ai envie d'aménager une aire de jeu sur mon territoire, je vois une friche, pour moi elle me paraît inhabitée, elle me paraît inhospitalière à la faune, et pourtant c'est une friche qui va héberger de nombreuses espèces de papillons protégés. C'est une friche qui peut héberger de nombreuses espèces de reptiles. Et donc ça, c'est vrai que quand on n'a pas la connaissance, et c'est tout à fait normal puisqu'on a chacun nos domaines de compétences, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Et l'Atlas de la biodiversité communale, en fait, alors on peut le mettre en place de manière plus ou moins exhaustive. On peut décider du degré d'exhaustivité qu'on aura dans cet atlas. Et donc il va consister en faisant des inventaires des espèces, mais également des habitats qui sont présents sur l'échelle de votre territoire. Et donc ça, c'est la carte des différents ABC qui sont aujourd'hui mis en place donc en Lorraine, avec des ABC en cours et des ABC qui sont déjà réalisés. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est assez récent, donc il y a assez peu d'ABC qui sont terminés à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est beaucoup des ABC qui sont en cours de réalisation. Nous, par exemple, chez Neomis, nous avons travaillé ces dernières années sur l'Atlas de la biodiversité de la métropole de Nancy, donc à l'échelle de la métropole. Et bientôt, nous allons travailler certainement sur l'Atlas de la biodiversité d'Épinal dans les Vosges. Alors, ça c'est la diapo. Et donc, ça, c'est un des outils que vous pouvez mettre en place. Et je voulais rebondir également sur un autre outil qui est intéressant de mettre en place dans votre commune et qui vous nécessitera très peu d'efforts. Ce sont les sciences participatives. Donc les sciences participatives, c'est mis en place et coordonné par des structures scientifiques. Donc généralement, c'est très bien réalisé, c'est accessible à tout le monde. Et en fait, l'importance de ces sciences participatives, c'est que vous allez donc d'une part avoir un apport en données qui est important puisqu'il vient de sources diverses et non pas d'un naturaliste qui va passer à un moment donné. Mais surtout, c'est que ça va avoir un impact sur les citoyens de votre territoire puisqu'en fait, vous allez les impliquer dans la démarche de récolte de données et dans la conservation des espèces naturelles de votre territoire. Et c'est vrai que souvent, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont face à leur téléviseur le soir et ils ont ce constat de l'effondrement de la biodiversité et ils ne savent pas comment agir. Et les sciences participatives sont un exemple parfait donc, de comment agir moi tous les jours avec mon bout de jardin, avec le parc à côté de chez moi. Comment, avec le peu de connaissances que j'ai, je peux aider à la connaissance scientifique et donc indirectement à la conservation des espèces. Et donc, si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces sciences participatives, je vous conseille d'aller sur le site Viginature, donc VIGIE-nature.fr ou .com, et dessus sont recensées toutes les sciences participatives officielles qui sont mises en place en France. Donc vous avez ça recouvre tous les taxons, hein. Vous avez par exemple l'opération hérisson, donc sur les hérissons. Vous avez les oiseaux des jardins. Vous avez Spipol qui s'intéresse aux insectes pollinisateurs par rapport aux plantes. Et vous avez également Sauvage de ma rue qui s'intéresse aux plantes que vous pouvez rencontrer dans les rues, que ce soit dans les communes rurales comme dans les communes urbaines. Voilà, donc c'est fini pour ma présentation. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Arthur. Moi, ce que je retiens de ta présentation, c'est que finalement, la biodiversité, elle est partout, que des causes du déclin de la biodiversité, finalement, toutes nos actions peuvent impacter cette biodiversité. Moi, j'y vois quelque chose de très enthousiasmant, c'est que finalement, on peut tous avoir un effet positif aussi sur cette biodiversité. Tu as beaucoup développé les outils pour connaître cette biodiversité. Maintenant, j'aurais peut-être une question. Si justement, on arrive sur un site et qu'on détruit accidentellement une espèce ou qu'on a un projet qui est susceptible de porter atteinte à des espèces, quels sont les recours qu'on peut avoir en tant que collectivité ou en tant qu'entreprise ? Alors déjà, il faut mesurer à quel stade de la destruction on en est. Si les travaux sont en cours et qu'on est plus sur une destruction d'habitat que d'espèces, donc on va dire que la destruction d'habitat est partielle,
la première chose à faire, c'est d'arrêter les travaux. De faire une pause, au moins le temps d'appeler une personne compétente, que ce soit une association comme nous qui va vous rediriger peut-être après vers les services de l'État, ou en appelant directement les services de l'État, comme la police de l'environnement, donc qui fait partie de l'Office français de la biodiversité, ou les services plus administratifs comme l'ADREAL. Après maintenant, si le mal est vraiment fait et qu'effectivement vous avez détruit une espèce ou un habitat, ou détruit, on va dire, un nid ou des œufs, alors c'est toujours au cas par cas, il n'y a pas vraiment de généralité, mais disons que déjà ça va dépendre de la connaissance qu'il y avait de cette biodiversité. Par exemple, on va prendre l'exemple à tout hasard d'un gîte à chiroptères. Si le gîte à chiroptères était dans une base de données naturaliste, donc qu'il était connu des naturalistes, on considère que les données sont publiques. Et à partir du moment où les données sont publiques, on estime que la personne qui faisait les travaux devait avoir connaissance, avant de faire les travaux, de la présence de l'espèce. Et donc là, ben forcément pour le porteur de projet, ça sous-entend qu'il va y avoir, pas des problèmes, mais qu'il va falloir mettre en place des choses, et notamment des démarches auprès de l'ADREAL. Et après, en revanche, si y a une présence d'espèces donc qui est constatée par vous, mais qu'elle n'était pas connue par les données publiques, ou qu'elle n'était pas connue par l'ensemble du monde naturaliste, eh ben, on peut se dire que soit l'espèce était juste de passage, soit le gîte n'était pas connu, et donc là, on va dire que en tant que porteur de projet, vous vous en sortez mieux. Et donc ce n'est pas de votre faute, puisque la donnée n'était pas connue du public, et donc vous n'êtes plus responsable, entre guillemets, de cette destruction. Mais après, voilà, c'est vraiment au cas par cas, et la chose à faire, s'il faut retenir une chose à faire, c'est toujours de contacter au moins une association compétente qui va, elle, vous donner les démarches à suivre, et au mieux, de contacter directement les services de l'État qui, eux, sont compétents en la matière. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Une question éventuellement? L'Atlas de la biodiversité, il est obligatoire, pas obligatoire? C'est quoi le contexte par rapport à ça? Alors non, il est tout à fait facultatif. Oui, donc c'est facultatif, à savoir que, alors je l'ai peut-être pas trop développé, mais le gain que vous allez vraiment avoir pour votre commune, c'est que souvent quand vous mettez en place un projet, et on va le voir dans les prochains exemples avec les différents intervenants qui sont présents, c'est que quand vous mettez en place un projet et qu'au dernier moment vous vous rendez compte que vous avez une espèce, et bien là vous avez un ensemble de démarches qui vous tombent sur le coin de la figure, et ça va vous coûter du temps. Donc votre projet il ne pourra plus être mis en place, mettons à l'automne, mais l'année d'après, parce que pareil il y a des cycles chez les espèces. Donc vous pouvez vite avoir 1 an voire 2 ans de décalage de votre projet, et vous allez avoir donc un coût parce que les inventaires que vous allez devoir mettre en place pour faire les états initiaux, ils vont vous coûter de l'argent, et des moyens humains. Enfin voilà, c'est vraiment un outil qui permet d'anticiper, en fait. C'est surtout ça le mot, je pense, anticiper la présence des espèces. Et parfois en fait on va vouloir mettre en place un projet à un endroit, et on va se rendre compte qu'en fait on pouvait le mettre en place 200 mètres plus loin, et il n'est pas gênant ou moins gênant pour la biodiversité. Et en tant qu'entreprise, c'est consultable sur quel endroit? Alors normalement les atlas de biodiversité, je pense, Vanessa tu me corriges si je me trompe, la commune met ça en place, une fois que l'atlas est mis en place sur la commune, les données... Alors, sauf erreur de ma part, Oui. les atlas de biodiversité sont accompagnés par l'Office français de la biodiversité, et notamment vous pouvez avoir des aides financières assez conséquentes pour la mise en place de ces atlas, et normalement ils sont censés être consultables, ou en tout cas partiellement, par le biais du site de l'Office français de la biodiversité. Et la plupart des communes en font quand même une certaine promotion. Alors vous n'avez peut-être pas accès à la totalité de l'atlas, mais en tout cas voilà. Sachez qu'il y a aussi une base de données qui va être qui va être rendue publique, qui s'appelle le SINP, qui va être rendu public, et donc ça c'est porté par la DREAL, sauf erreur de ma part, et qui devrait mettre à disposition de l'ensemble des porteurs de projets toutes les données existantes. Alors il y a déjà un SINP national qui est en fonction, et il va y avoir un SINP à l'échelle du Grand Est. N'hésitez pas à réagir si vous avez des éléments en plus à apporter. Oui, bonjour. Oui, j'ai quelques éléments en plus.
par rapport aux ABC, effectivement, c'est un appel à projet. Donc chaque commune répond ou pas à l'appel à projet, est financé à 80% pour le réaliser sur 2 ou 3 ans. Ensuite, effectivement, c'est de la donnée publique, donc elle doit être restituée au niveau public. Et c'est soit l'OFB qui met ça en place, avec parfois un peu de retard, soit l'Adréal. Donc si vous consultez l'Adréal, vous dites tiens, je veux faire je sais pas moi, un aménagement, une création d'entreprise à tel endroit, vous sollicitez l'Adréal pour savoir s'il y a de l'info sur cet endroit-là. Et effectivement, le système d'information nature et paysage, le SINP, se met en place en région Grand Est. Il a été officiellement ouvert en avril. Et donc là, toutes les données naturalistes globales qui existent sur la région, en dehors des données privées ou très sensibles, seront visibles par tout le monde et tout un chacun sur cette plateforme-là. Autre outil qui est par contre déjà visualisable, ce sont des inventaires qui ont été faits dans les années 80 puis refaits dans les années 2000 à 2015. Je ne sais pas si vous allez en parler après, mais c'est les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui sont des périmètres reconnaissant sur cette zone-là, tiens, le lac de Madine, pour en prendre un exemple, il y a une telle richesse en espèces d'importance régionale qu'on en fait une zone nationale d'intérêt écologique. C'est juste un inventaire, mais ça permet, et là par contre c'est sur toutes les plateformes de la région, de l'Adréal, on peut consulter, on peut visualiser ces périmètres, même celui au niveau national du Muséum d'Histoire Naturelle ou de l'INPN, on peut consulter, y compris la liste d'espèces présentes sur ce site-là. Ce qui oriente déjà pour savoir s'il y a des espèces protégées ou pas, quelle est la réglementation ou pas. Ce n'est pas des périmètres qui s'imposent, c'est des périmètres d'information et d'avertissement. Voilà. Ensuite, par contre, dans le cadre d'un document d'urbanisme, ces périmètres doivent être pris en compte. Alors, on peut très bien, après, s'asseoir dessus, mais en tous les cas, il faut qu'ils soient présents dans le document pour dire oui, il y a bien une SNIEF là, sauf qu'elle a été détruite il y a déjà 5 ans, donc voilà. Ou alors, oui, on va la prendre en compte dans le cadre du PLU. Et il y a aussi des périmètres Natura 2000, dans lesquels on doit porter des études d'incidence sur l'action qu'on va mener dans ces périmètres-là. Là, c'est de la directive européenne. Et là aussi, c'est consultable sur les sites de l'Adréal, de la région, de l'OFB et puis de différents sites. Voilà pour compléter. Merci beaucoup pour ces précisions. Et je me permets de rajouter aussi, en fait, l'accès aux données, c'est le niveau 1. Et après, il faut que vous puissiez interpréter ces données, parce que de récupérer même une liste d'espèces sur la commune, même si vous avez un projet sur une partie de la commune, ça ne veut pas forcément dire que votre projet il va concerner ces espèces-là. Donc à moins d'avoir un naturaliste ou un spécialiste vraiment dans vos équipes, on vous conseille quand même de prendre contact avec des structures qui ont cette compétence et puis qui ont aussi une vision globale des enjeux. Parce que les enjeux ils peuvent être très localisés et pas forcément concerner votre projet. Et puis pour vous, d'avoir une interprétation puis une connaissance, de s'appuyer en tout cas localement sur quelqu'un qui a connaissance de ces enjeux, ça fera vraiment quelque chose de plus pertinent. Parce que pour le grand public, quand on voit une liste, il y a des papillons protégés par exemple, des papillons, il y a des papillons de zone humide, il y a des papillons de zone sèche, donc ça ne veut rien dire en fait. Donc si vous ne connaissez pas pour chaque item, chaque taxon, vraiment les enjeux, à la limite la liste des espèces, elle ne va pas vous apporter grand chose, quoi. Voilà. Vous aviez d'autres questions ? Alors, je profite, comme il y a encore un tout petit peu de temps, pour poser une autre question concernant les causes de régression de la biodiversité. Tu as cité tout à l'heure les espèces exotiques envahissantes. Je rebondis sur la question des nuisibles tout à l'heure qu'on a eu à l'entrée de la conférence. Est-ce que les porteurs de projets n'ont pas également une responsabilité concernant ces espèces exotiques envahissantes ? Alors, une responsabilité, oui et non, parce que la responsabilité, elle est, il me semble, des pouvoirs publics, notamment de l'État, je crois. Après, c'est vrai qu'on peut parfois, alors notamment, je pense qu'il y a plein de subventions à ce niveau-là, notamment pour les espèces végétales. On va dire par exemple, si on est une collectivité ou même si on est une entreprise, qu'on a un certain territoire ou une certaine zone naturelle, s'il y a une propagation à un endroit d'une espèce exotique envahissante, il est intéressant de mettre en place un système de gestion qui va détruire ou au moins réduire cette espèce exotique envahissante. Mais il faut toujours se renseigner auprès des associations naturalistes ou notamment de botanistes, je pense aux plantes végétales, notamment tout ce qui est Jussia à grande fleur ou quoi, parce que c'est vraiment des techniques qui sont, même pour certaines plantes, pas encore au point, pour éradiquer complètement ces espèces.
Donc il faut vraiment se renseigner pour éviter de mettre en place des solutions qui vont être coûteuses et qui ne vont pas nécessairement éradiquer l'espèce. Je pense à la Renault du Japon, il y a beaucoup de choses qui est fait sur la Renault du Japon, et au final, d'une année à l'autre, on va toujours la revoir parce que les rhizomes sont toujours là et que voilà, et donc parfois voilà, ça nous fait faire aussi des économies de prendre 1 heure pour appeler quelqu'un et de se rendre compte que de tondre tous les ans, ça va servir à rien. Et merci. Des réactions, des questions ? Alors, je vous propose qu'on passe à la seconde intervention, celle de Monsieur Tedesco, qui est maire de la commune de Flavigny-sur-Moselle. Lui abordera la question de la découverte d'espèces protégées dans le cadre de son projet de quartier intergénérationnel, puisque c'est au moment même où il allait déposer son permis de construire qu'il a découvert la présence d'hirondelles et de chauves-souris sur le projet. Donc j'imagine que ça a dû bouleverser un petit peu ses plans et son calendrier. Monsieur Tedesco. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, oui, c'est pas du tout aussi technique que le collègue qui vient de présenter, ça ne sera pas du tout ça. Au contraire, on est plutôt des néophytes, des gens qui ne connaissaient pas du tout le sujet. Et puis, comment on en est arrivé à regarder ce sujet de plus près? C'est très simple, c'est-à-dire qu'on a déposé un permis de construire, un permis de démolir aussi, qui est important. Le permis de démolir, là vous voyez sur le fond, il y a ce que nous on appelle le presbytère, c'est un bâtiment existant. Là où vous avez l'espace culturel juste à côté. Et si on va jusqu'au bout de la route, c'est-à-dire on voit la route qui traverse, de l'autre côté, toute cette zone-là, là où il y a l'espace culturel et le bord de la route, il y avait 3 constructions. D'accord ? Pour qu'on se les rappelle, c'était la maison Thomasin, la maison Moselle et puis la grange Moselle. Donc c'est très important parce que tout est parti de là. Quand on a déposé donc, le permis de démolir et le permis de construire, on a déposé ça le 15 avril. On a attendu. Les services de l'État ont été contactés, ils ont été consultés. Comme sur Flavigny, on a aussi un autre très gros problème, c'est le problème des inondations. Donc forcément, notre dossier est passé par la DDT. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'était la DDT police de l'eau. Mais quand la DDT l'a reçu, il dit tiens, c'est bizarre, démolition, il y a peut-être des problèmes environnementaux. Et c'est là que la DDT environnementale s'est posée sur le problème. Elle a regardé le sujet et elle a vu qu'effectivement, il y allait avoir des démolitions. Donc, de ce fait, est-ce qu'il y avait des espèces protégées ou pas? Donc, c'est là où ils nous ont fait attirer notre attention. Nous, effectivement, il faut qu'on regarde le sujet aussi d'un point de vue réglementaire. On n'est pas sur une zone Natura 2000, on n'est pas sur une SNIEF, d'accord? On n'est pas en arrêté de production de biotopes. Tout ça, on ne l'avait pas. Et on s'est dit, pourquoi regarder le sujet? On s'est rappelé un peu notre plus jeune âge, où on allait voir justement le fameux hangar de chez Moselle, où on voyait dans les périodes propices les hirondelles qui tournaient, et il y en avait un certain nombre. Il y avait beaucoup de nids. On s'est dit, bon, il faut peut-être bien se poser la question quand même. Et c'est là où, quelque part, on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas, par précaution, faire un diagnostic? Alors là, bien sûr, nous, on n'en avait pas la capacité. On s'est dit, plutôt que le faire a posteriori, là où on aurait eu de gros problèmes, parce que après, pour rattraper le temps perdu, c'est énorme, on s'est dit, on va essayer tout de suite de voir qui, dans l'environnement de la communauté de communes de Moselle et Madon, on pouvait trouver. Et c'est là où on s'est mis en contact avec la société Neomis. On leur a dit, voilà le problème, comment il se pose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont fait un dossier très, très gros, où là, on retrouve toutes les espèces. Sincèrement, je ne savais pas qu'il y avait tout ce monde, tous ces habitants qui étaient dans nos locaux. Je ne savais pas. Et on s'est dit, bon, quand on a regardé le dossier, on a dit maintenant, il faut réellement faire des choses. Alors on s'est dit, comment procède-t-on? Alors on a regardé un peu le problème. On a eu donc tous les dossiers de Neomis qui nous ont dit, il faut faire ça, comme ça, comme ça. L'Adréal est intervenue. L'Adréal, donc, qui a pris le dossier, qui l'a regardé, elle l'a validé. Et il nous a été retourné en disant maintenant, du fait que tout le monde est d'accord, il faut respecter un certain nombre de choses. Le dossier, sans mentir, le voilà. Pour 3 bâtiments que l'on détruit. Hein. Donc, effectivement, il est très complet. On a tout ce qu'il faut comme description.
Et de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à regarder comment on pouvait faire. Et à un moment donné, on tombe sur un non-sens. C'est-à-dire, si on prend les chiroptères, si on prend les oiseaux, si on regarde les dates d'interdiction de l'un et les dates d'interdiction de l'autre, ben c'est très simple, on ne construit plus. Il y avait les dates qui se chevauchaient et tout. On s'est dit maintenant, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour qu'on puisse effectivement répondre aux demandes de la biodiversité. Et puis surtout, c'est que nous, on puisse faire nos travaux, parce que la base quand même, c'était celle-là. Alors de là, on a commencé à regarder, et puis en discussion, ça a été de longs dialogues. De toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous n'avez pas tout au long, parce que comme on découvre le sujet, c'est ça qui est important, comme on découvre le sujet, si tout au long du débat, vous n'avez pas une société qui vous aide, ça ne sert à rien. On va faire tout et n'importe quoi. Donc nous, on était... il ne se passait pas une semaine quasiment où on ne s'appelait pas avec Néomis pour dire on a tel problème, qu'est-ce qu'on fait? Les dates ne correspondent pas, qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, on a trouvé des solutions. Bon, il a fallu aussi, c'est qu'ils sont intervenus plus d'une fois sur le site pour qu'ils viennent vérifier effectivement si c'était tenable. En plus, avec les conditions atmosphériques que vous connaissez, il y a eu là aussi des problèmes qui se sont posés parce que les dates étaient plus ou moins décalées. Donc il a fallu là aussi les remettre à jour. Tout ça, ça a été fait. Et puis maintenant, on s'est dit, il n'y a plus qu'à commencer à travailler. Les premiers travaux que nous avons faits, c'est ceux des combles du presbytère. Alors, les combles du presbytère, on les voit. On a installé des nichoirs pour que les oiseaux et les chiroptères aussi viennent se positionner. Donc, on a installé ce genre de matériel que vous voyez. Tout ce qui est, je ne sais pas, c'est peut-être pas très clair, si, c'est bon? Peut-être, on ne peut pas zoomer. Voilà. Voilà, là on voit un peu tout ce que nous avons fait comme installation. Bon, ça c'est une image, ce n'est pas tout à fait la réalité, on est bien d'accord, hein, mais on y est très proche. D'ailleurs, pour être simple, on a préféré aussi là, c'est de dire quand les travaux ont été faits, on a appelé Néomis, on a dit venez voir. La première fois, bien entendu, on s'est fait remballer et c'était normal, c'était pas très clair. La seconde, il a dit non, là c'est bon, on peut le valider. Voilà, c'est très important. Donc on s'est dit voilà, ça c'est ce que l'on va faire et c'est ce qu'on a réalisé. Ensuite, il a fallu commencer les travaux. Les travaux, c'était la démolition. Alors là, ce n'était pas tout à fait la même histoire parce que dans les rapports de Néomis, il y avait 2 caves. On est là pour tous dire, on ne va pas se cacher des choses, ça ne sert à rien. Il y avait 2 caves. Donc dans ces 2 caves, la première, bon, la pelleteuse arrive pour aller démolir la maison. Quand elle est commencée à arriver au-dessus de la cave, elle a eu une tendance un peu bizarre. D'accord? Problème humain, problème de la pelle. Donc on s'est dit, là, il n'y a pas le choix, il faut démolir. Et malheureusement, on devait se rencontrer une semaine avant avec Néomis. Ben, malheureusement, c'était cuit. On ne pouvait plus. On ne pouvait plus du tout aller voir la cave. Bon, on savait qu'il n'y avait pas énormément, parce que c'était principalement des chauves-souris, on ne pouvait pas y aller plus que la sécurité nous l'interdisait. Donc malheureusement, elle a été démolie. Et puis, comme des fois les caves, c'est vraiment un problème, on a été sur la maison Thomasin, celle que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on est allé dans cette maison de Thomasin, alors là, c'est à louper personnellement de beaucoup de monde de chez nous, pas de Néomis parce qu'elle l'avait vu, mais nous, on ne l'avait pas vu. Il y avait une cave sous la maison Thomasin. Bien évidemment, quand les démolisseurs, vous les connaissez tous, quand les démolisseurs arrivent, on n'a pas le temps de dire ouf, ils ont démoli. Et le problème, c'est qu'ils nous ont là aussi arasé la seconde cave. Mais là, on n'était pas sûr qu'il vraiment y ait des, soit pas des oiseaux, mais des chiroptères. C'est pas sûr du tout qu'il y en avait. La première, si, ça on en était sûr, mais la seconde, non. Donc voilà, ça c'était les deux impairs que nous avons eus. Ensuite, on s'est dit, bon, maintenant, on va essayer de faire un peu plus attention. Et on s'est dit, maintenant, on va préparer la cave, mais du presbytère. Où là, c'est toute une protection que l'on a voulu faire pour spécialement les chiroptères. Voilà. Alors, les chiroptères, déjà, il fallait leur aménager une entrée. Hop. Non, c'est pas la bonne. C'est l'autre. Ouais.
Voilà, c'est celle-là. Je la voyais là. Alors, pour pouvoir rentrer les chiroptères, actuellement, toute la partie avant, la partie à gauche, tout ça c'est totalement démonté puisque c'est le futur. Il y a une grosse ouverture qui permet d'aller vers la cave, d'accord? Et on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va créer, c'est la semaine prochaine que ce sera fait, un couloir d'aménagement. Alors le couloir d'aménagement, il y a une première entrée, vous voyez par le dessous, une première entrée qui passe sous une terrasse, d'accord? On passe à ce niveau-là. Là, uniquement les chiroptères pourront y passer. Ensuite, vous avez un dénivelé. Vous voyez l'espèce de petit muret suspendu. C'est un dénivelé pour couper tout ce qui est vent, air, d'accord? Et ensuite, la chauve-souris peut se diriger vers la cave. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qui vont être réalisées là. C'est imminent. Normalement, c'est pour ça qu'on doit se voir avec Neomis pour faire le point, pour être sûr qu'on est bien en phase sur ce qu'on va faire. Voilà. Alors aussi, maintenant, on a commencé à aménager la partie cave. Alors la partie cave, là voilà. La partie cave, là, voilà comment elle va être aménagée. Donc actuellement, il y a des trous. Il y avait des trous à percer pour les chauves-souris. C'est des trous diamètre 30. Ça c'est fait. Il y en a une bonne dizaine qui ont été mis dans la cave. Et on leur a rajouté des briques creuses. Là aussi, une dizaine de briques creuses, de façon à ce que les chauves-souris puissent rentrer à l'intérieur. Parce que là aussi, on apprend plein de choses. On dit, mais pourquoi la chauve-souris, on ne met pas des choses à plat? Ça serait quand même mieux. À plat par terre, c'est plus facile que dans l'air. Eh bien non, parce que la chauve-souris, quand elle est à plat, elle ne peut plus s'envoler. Vu son envergure, elle ne peut pas s'envoler. Il faut absolument, d'ailleurs c'est l'objet aussi de la première diapo qu'on a vue, où on voit justement l'entrée. Vous pouvez entrer, elle vole. Ensuite, quand elle vole, il faut absolument qu'elle se laisse tomber et elle repart. Si jamais elle se met au sol, c'est fini. C'est fini. Elle ne peut plus repartir. Donc là, c'est le but, justement, des briques creuses et des trous. Tout est en l'air pour justement permettre aux chauves-souris de s'accrocher à l'intérieur. Voilà. On a eu un petit déboire, c'est sur les murets que vous voyez en briques. Là, actuellement, comme on fait quand même des travaux sur la partie extérieure, donc la partie extérieure, c'est à champ de mine actuellement, puisqu'il y a eu des pieux qu'il a fallu percer, donc on ne peut plus acheminer les briques. Donc ce qui va se produire, c'est que tous ces travaux-là, on les fera par la suite. Et puis on a un regard qui était un puits, et là aussi on l'a totalement verrouillé pour éviter de tomber dedans. Voilà, ça c'est tous les travaux que nous avons faits. Et maintenant, par contre, je n'ai pas mis la diapo, ce qui va se produire, c'est qu'on veut aussi aller plus loin. C'est-à-dire que quelque part, c'est sur l'extérieur, il y a les hirondelles. Ça, donc, on va avoir des nichoirs qui vont se trouver sur la partie toiture extérieure. D'accord ? On va avoir aussi sur la partie extérieure un espèce de hangar à vélo, mais il y a un hangar à vélo de point de vue fonctionnalité, mais tout est en double rang à l'intérieur et ça permettra là aussi aux chauves-souris et aux hirondelles de s'y installer. Voilà, je crois que là j'ai fait à peu près le tour du projet, mais ce qui est important c'est le temps. C'est le temps, si on ne prend pas le temps de faire les choses, on se retrouve à la fin avec des problèmes insurmontables. Mais vraiment insurmontables. Hein. Donc là on l'a vu. Merci à Neomis, ce n'est pas parce qu'ils sont là, mais merci à Neomis, parce que sans eux, on n'y serait pas arrivé. C'est simple, c'est des choses qu'il faut savoir et connaître. Merci beaucoup, Monsieur Tedesco. Si j'avais une chose à retenir de votre intervention, au-delà de merci Neomis, c'est qu'on peut toujours trouver une solution. Et ça fait plaisir à entendre. C'est-à-dire que les associations qui vont vous accompagner ne sont pas forcément là pour vous dire ce que vous voulez faire, ça ne peut pas se faire. C'est comment trouver un consensus ensemble et construire quelque chose dont l'impact sera réduit sur la biodiversité, mais qui puisse quand même faire avancer le territoire. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Lorsqu'on a préparé votre intervention, vous m'aviez dit si je devais refaire les choses différemment, je ne les ferais pas exactement de la même façon. Est-ce que vous pourriez préciser cette pensée-là ? Oui, bien sûr. Je ne ferai pas pareil,
à l'identique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'on a loupées. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, beaucoup plus tôt, on irait voir Néomis, beaucoup plus tôt, on n'attendrait pas que le dépôt du permis de construire, de façon à savoir ce qu'il y a lieu de préparer. Parce que c'est très long dans le temps. Grosso modo, le fait d'avoir cette ignorance de départ, on perd sur le temps global à peu près entre 6 et 7 mois. C'est pas rien. 6 et 7 mois qu'on n'a pas pu faire quoi que ce soit parce que justement, il fallait faire ses préparatifs, il fallait étudier, il fallait regarder. Donc c'est pour ça que l'élément essentiel, c'est de dire on démarre plus tôt, mais on démarre par ça. Parce que c'est quelque chose qu'on néglige totalement. Moi, je suis le premier à le dire, je n'ai pas de honte. Hein. Et après, ce qui est le plus compliqué aussi, c'est quand on en est convaincu qu'il faut le faire, il faut arriver à convaincre les autres. Et au niveau du conseil, je peux vous garantir encore aujourd'hui, mais je donne un exemple, mais on a encore des tas de problèmes à voir techniques. Pourquoi on va s'embêter avec... non, vous faites fausse route. On fait ça, et puis le reste après. Parce que c'est des choses qui sont longues dans la mise en place. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher des associations locales, quoi qu'il arrive en amont de vos projets. Est-ce que vous aviez des commentaires ou des remarques ou des questions par rapport à cette intervention? Non? Alors du coup, je peux vous proposer soit qu'on fasse 5 minutes de pause en attendant les 3 interventions qui suivront, soit qu'on poursuive, c'est comme vous voulez. Besoin d'une pause? Non. Alors, du coup, on va poursuivre. Donc, le prochain intervenant, ce sera Monsieur Pascal Romer, qui est maire de la commune de Waspervillers, en Moselle, et qui, lui, écologiste de la première heure, avait rapidement décidé, lorsqu'il est arrivé maire, de faire un atlas de biodiversité de sa commune, mais bien avant l'heure. Donc, Pascal, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc ça me plaît de faire la suite de ce petit discours parce que c'est exactement toute la problématique est là. Moi maintenant je suis à la retraite, j'étais un archéologue, donc un scientifique. Et quand j'étais un écolo pur et dur avant, manifestant et tout sur les ponts pour les constructions de Fessenheim et autres, et j'ai dit le jour où je prends en charge une commune, parce que c'était le but du jeu, c'était avec mes frères de dire je prends en charge une commune et je la fais comme je l'entends en tant qu'écologiste. Et c'est là que j'ai eu plein de problèmes en gros. Parce que quand on est écolo, je me suis dit, voilà, je suis maire depuis 2003, j'ai dit la première chose que je vais faire, je vais tout protéger. Mais on protège quoi? Et effectivement, le discours de M. Lebas, qui est un super spécialiste avant, on est assis sur quoi? En fin de compte, on ne sait pas le biotope, la biodiversité qu'on a sous ses pieds, sur ses propres pieds. Chacun est intéressé par les oiseaux, par les crapauds, par les chauves-souris, par plein de choses. Chacun a un domaine de prédilection. Et en fin de compte, on ne sait pas le tout. Donc je me suis dit, la première chose à faire, c'est on va faire un inventaire global de tout, faune, flore, tout. Je veux avoir tous les spécialistes qui soient sur le patelin. C'est une toute petite commune, c'est 319 habitants. Donc, c'est parti, on fait cela. J'ai eu l'accord du conseil municipal, parce que comme disait monsieur le maire à mes côtés, il faut aussi que le conseil suive. Il faut savoir que ça a un coût. Cette opération entre 2009 et 2011 a coûté, bon souvenir, 45 000 €. Ça a été pris en charge à 80% par le conseil général. Il faut le savoir, vous avez des aides pour faire des choses comme ça. À l'époque, on était un peu les premiers à lancer la chose, donc c'était beaucoup plus facile, il y en avait plus de moyens. Et donc ils sont venus, tous ces spécialistes. Et une fois que cet atlas est fait, il y a de grandes zones, il y a plein d'espèces patrimoniales, et à partir de là, on peut se dire, voilà, l'aménagement futur du village, s'il y a des aménagements à faire, on le fait en fonction des espèces existantes, des environnements qu'il y a et de la biodiversité existante. Ça, c'est bien beau sur le texte, et si vous en êtes convaincu. Mais après, il faut aussi convaincre toute votre population. Donc la première des choses, j'ai dit, plus de phytosanitaires, 0. Voilà, on va éteindre les lampes la nuit,
et on va vivre un peu comme les hommes des cavernes. Mais ce n'est pas une bonne solution. Il faut avoir l'accord de l'ensemble de la population pour pouvoir avancer. Il faut que vous ayez vraiment, que tout le monde suive le mouvement. Donc je me suis inscrit dans l'agenda 21 à l'époque, parce que je suis devenu référent national par la suite. Et donc on était le plus petit village de Lorraine en 2009 à être labellisé agenda 21. Ça fait la une sur TF1 et sur La République Lorrain. Et du coup, toute la population a adhéré. Ils ont dit Pascal, c'est un fou, un écolo. Mais franchement, qu'on en parle à la télé ou qu'on en parle dans le journal, ça doit quand même être quelque chose qui a de la valeur. Donc on va tout doucement le suivre. Au début, il faut savoir que c'est difficile quand vous avez les trottoirs qui sont verts parce qu'il y a des pissenlits et que j'ai interdit de les couper. Les gens disent « Putain, ton patelin, il est sale ». Je dis « Ouais, mais on les coupera une fois que les abeilles seront passées. Il n'y a pas de souci. » Mais il faut l'expliquer. Il faut faire beaucoup d'explications. Quand vous êtes persuadé, les gens que vous avez en face ne le sont pas forcément. Ensuite, j'ai fait classer l'ensemble du village. Donc il est en espace naturel sensible, il est en SNIEF, et on avait des grands murins sur la mairie, 540 exemplaires. Donc là, on a mis en Natura 2000. Donc l'ensemble du village est préservé. Mais comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Vous pouvez quand même construire sur une zone qui est en SNIEF, en ENS. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Mais ça permet quand même de sensibiliser les gens. Le porteur de projet, quel qu'il soit, il est obligé d'en passer par là et de dire tiens, il y a quelque chose qui existe. Et moi, ce dont je m'enorgueille, c'est de savoir que l'important, c'est de dialoguer avec les personnes. Quand on a fait l'inventaire, ce qui me passionnait, c'était les chauves-souris, ces grands murins. Il y en avait beaucoup et c'était passionnant, donc on a fait venir des spécialistes. Et nous, on a fait des installations dans les greniers et tout. Et après, en faisant l'inventaire, on est passé de maison en maison. Il y a 140 maisons, donc c'était assez facile à faire. Mais la finalité, c'est que vous vous rendez compte que les gens qui sont là en savent probablement plus que vous qui vous dites écologique. Et donc, ils m'expliquaient tout ce qu'ils avaient dans le jardin. Ils expliquaient pourquoi ils prenaient le purin d'ortie. Ils m'expliquaient que les chauves-souris, bah ouais, la fenêtre, elle est fermée tout l'hiver parce que j'ai une chauve-souris derrière. Mais ça, vous ne le saviez pas. Et du coup, c'est avec le contact de la population qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, ces idées, elles sont dans l'air. Et ce n'est pas nous, jeune génération, je ne suis plus si jeune que ça, mais qui mettons en avant des choses. Les anciens ont beaucoup plus de savoir là-dessus que ce qu'on pense, mais seulement ils ne savent pas l'exprimer, ils ne le disent pas, on ne leur a jamais expliqué, on ne leur a jamais demandé. Et en fin de compte, j'en ai appris beaucoup plus sur le village que ce que je pensais savoir moi-même, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. Je pense que c'est le discours. Donc on a mis des chiropierres. Quand on met des chiropierres et des bases d'envol et tout ça, après vous avez d'autres soucis qui se mettent en place. Parce que vous avez un éclairage public. Si vous avez une lampe à l'entrée, bah, il faut prévoir que vous éteignez votre lampe. Et c'est hyper important. Donc du coup, la sécurité du village peut être menacée. On m'a dit, mais attends, si tu éteins les lampes toute la nuit, comment on va faire pour rentrer? Donc il va falloir expliquer aussi que le fait de déteindre, là en ce moment, on fait des économies d'énergie. Donc nous, nos lampes étaient éteintes de 23h30 à 5h du matin. Là, au dernier conseil municipal, il y a 2-3 semaines, j'ai dit bah, on va suivre le mouvement national, on va faire des économies d'énergie. On va mettre à partir de 10h en extinction des feux jusqu'à 6h. Puis les conseillers m'ont dit mais tu sais Pascal, avec ce que tu as déjà fait avant, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Mais évidemment que ça n'a pas beaucoup d'impact sur Vespervillers, c'est sûr. Mais ce que j'arrête pas de dire à Madame Carrara, c'est que c'est juste un grain de sable, mais chaque grain de sable, ça va finir à un moment donné à faire non pas seulement le sablier dans lequel passe le sable, mais une plage complète. C'est-à-dire chaque personne autour de nous, chaque concitoyen, chaque conseiller a une importance. Et c'est le savoir de toutes ces personnes qui fait que ça va évoluer dans le bon sens. Et franchement, là, par exemple, j'ai une petite dame qui a 82 ans. Tous les ans, elle me raconte que les hirondelles, elles viennent le 26 mars. Et à chaque 26 mars, elle vient sonner chez moi et elle me dit, Pascal, elle est venue. Et donc, voilà, tous les aménagements qu'on a faits. Et comme disait M. Nevers tout à l'heure, la première fois qu'on les a fait à l'envers, on s'est fait allumer la tête. Puis après, on a été obligé de les reconstruire. Et il faut savoir que les chauves-souris, c'est une espèce très, très, très difficile.
Dès qu'on déplace un minimum quelque chose, elle ne s'installe plus et il faut des années pour qu'elle revienne. Là, par exemple, dans toutes les installations qu'on a mis dans les greniers, il n'y avait rien. Là, la petite photo là, c'est juste pour vous faire voir, voilà, c'était une rue encaissée avec des câbles de partout qui passaient à droite, à gauche, en haut, en bas. C'était moche, c'était une toile d'araignée en l'air. Donc en tant que maire, là, je me suis dit, tiens, on va refaire cette rue, on va faire un beau talus. C'est super beau, vous voyez, il y a du vert partout, il y a de beaux pavés, pas trop d'enrobés, il y a l'eau qui peut s'écouler entre les pavés et tout ce qui s'ensuit, super. La seule chose, c'est qu'il y a une erreur monstrueuse là-dessus. J'ai fait enterrer tous les réseaux parce que les travaux ont eu lieu et au printemps, les hirondelles, elles ne se sont pas posées et quand elles sont parties, on m'a fait la remarque, on m'a dit, tu vois Pascal, le seul truc que tu as oublié, les hirondelles maintenant, elles se posent dans la rue à côté, elles avaient leurs habitudes là-dessus. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a beau être écologiste et avoir une notion de connaissance, il faut vraiment s'entourer. C'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure. Et toutes ces associations qui sont là pour ça. C'est-à-dire, elles ont les connaissances qu'on n'a pas, tout simplement. Et l'important, c'est vraiment d'avoir un discours commun, de faire quelque chose en commun. Et plus on en parle, plus on arrive à progresser. Dans le pays de Sarrebourg, maintenant, ils sont en biodiversité au niveau de l'UNESCO. C'est aussi grâce à Waspervillers, parce qu'on était un des premiers villages à être tellement pointu là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que la difficulté aussi, c'est que dès que vous avez un projet, en tant que maire, ça a un coût. Toutes ces études, toutes ces associations, il faut aussi les payer. Ça a un coût. Donc il faut que votre conseil municipal, vous suive, que la population vous suive, parce que c'est vos impôts locaux qui payent ces aides pour ces associations. Mais il faut savoir que vous avez énormément d'aides par le conseil général, par le conseil départemental, par l'Europe et autres. On peut avoir énormément d'aides pour faire ces diagnostics et ces atlas. Et le but du jeu, c'est vraiment, moi je rêverais d'avoir des atlas sur toute la France au niveau biodiversité, mais pas seulement au niveau biodiversité, au niveau de plein de choses, quoi, pour savoir dans quel milieu on vit. Moi je suis un scientifique et là je vais relancer l'opération parce que les chauves-souris par exemple, ça fait maintenant plus de 10 ans, je leur ai demandé cette année de faire un inventaire global pour voir s'il y a une évolution, si ça baisse, si ça augmente, et essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'on constate bien que les hirondelles, il y en a de moins en moins, des moineaux domestiques, il y en a de moins en moins. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui est en totale disparition. La biodiversité est en train de mourir, et même dans les milieux ruraux. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de paysans dans mon village, il y a de moins en moins de jardins, on n'utilise plus de Roundup depuis longtemps, et en fin de compte, il y a un déclin manifeste qu'on observe, mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est peut-être le plus emmerdant, excusez-moi le terme, mais le plus emmerdant pour un scientifique, c'est de ne pas comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que ça change et pourquoi? On a beau dire que c'est les conditions climatiques. Moi, en tant qu'archéologue, j'ai fouillé sur des sites il y a moins 5000 avant Jésus-Christ où on sentait déjà qu'il y avait des glaciations, il y avait des réchauffements climatiques et qui n'étaient pas forcément liés à l'impact humain. Là, on sent que l'impact humain est monstrueux. Et monstrueux et que les changements sont très, 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 très rapides. Et après, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est tout ce qui est microfaune, toutes ces petites choses qu'on ne voit pas. On voit dans la terre, on voit nettement moins de souris, de lombriques, les abeilles. Je suis apiculteur en plus. Il y a plein de choses qui disparaissent et on ne comprend pas. Et c'est terriblement frustrant de ne pas savoir le pourquoi et de ne pas savoir comment faire pour améliorer. Moi, je suis un grand pessimiste et je pense qu'il est déjà malheureusement trop tard, quoi. Je veux dire, on sent que si vous cassez un élément de la chaîne, vous n'arriverez plus à récupérer l'ensemble. C'est pas possible. Et là, on est parti sur un cycle qui fait que j'ai l'impression que c'est en train de s'écrouler, quoi. Je vois ça comme un château de cartes. On est en train de bouger quelques cartes et on attend juste que ça s'effondre complètement. Après, je suis aussi terriblement optimiste. Je me dis que si l'espèce humaine disparaît, ma foi, c'est pas si grave que ça. Il y a une autre espèce qui va reprendre le dessus, mais la Terre continuera encore pendant des milliards d'années. Et donc, il n'y a aucun souci. Peut-être que parce qu'on a fauté, on va disparaître. C'est pas vraiment un gros problème. Moi, ça ne m'inquiète pas. J'ai vu des périodes en tant qu'archéologue, des sites qui ont disparu, des civilisations qui disparaissent, qui renaissent par la suite. C'est l'élément logique de toute vie. Donc, les dinosaures ont disparu. Il y a d'autres mammifères qui se sont mis à la place.
faut être optimiste quelque part. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on en parle et j'ai l'impression que les gens sont vraiment intéressés par la biodiversité. Et ça, c'est une bonne chose. Et que effectivement, toutes les communes, les collectivités, de plus en plus, sont obligées aussi d'en prendre l'acquis et de savoir que quand il y a des espaces menacés, quand il y a des sites menacés, il faut faire quelque chose, il faut compenser d'une certaine façon. Et voilà, c'est quelque part scandaleux quand on voit le contournement de Strasbourg, par exemple. J'ai fait les sondages archéologiques sur le contournement de Strasbourg, et j'ai trouvé ça scandaleux de passer à travers des terres agricoles. Mais quand on regarde les terres agricoles, il y a 15 ans en arrière, quand on tapait des sondages archéo, on avait en foison des souris qui sortaient. Là, je peux vous dire, sur le grand contournement de Strasbourg, je n'ai pas trouvé une souris, pas un lombric. Donc les terres agricoles sont mortes. En gros, les riz d'Alsace, si vous ne mettez pas des fertilisants chimiques dessus, il n'y a rien qui pousse, quoi. Donc c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Je pense qu'il y a vraiment au niveau chaîne complète de la biodiversité de très 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 gros problèmes et je ne pense pas que scientifiquement nous arriverons à récupérer la chose. Je pense malheureusement qu'il est déjà un peu trop tard. Je m'excuse pour ce pessimisme. Pas de souci Pascal, hein, je suis là pour rattraper le côté optimiste. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup parler avec Pascal, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord sur l'espoir qu'on a en l'être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, au regard de l'urgence qu'on peut observer effectivement de ce constat sur lequel, par contre, on est complètement d'accord, on voit énormément de choses extraordinaires et complètement improbables qui naissent de partout. Et je trouve ça formidable. Et je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais ça, c'est un long débat. On doit déjeuner encore ensemble. Mais par rapport à ce que tu as dit, il y avait une chose qui m'a marquée, c'est notamment que ça a un coût. Tu as parlé de coût par rapport à toutes ces études. Et là où j'aimerais alerter les personnes qui sont concernées par des projets, c'est que le coût peut être beaucoup plus important et les aides beaucoup moins importantes si on s'y prend tard. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une démarche volontaire en amont, là, vous pouvez avoir des aides. Si c'est une démarche subie qui ralentit vos projets, l'impact au niveau du coût n'est pas mesurable dans l'immédiat. Et donc, il peut être parfois plus intéressant pour les collectivités et les entreprises de faire cette démarche en amont pour éviter des surcoûts incontrôlables par la suite. L'autre chose que j'ai retenue des deux interventions des maires, c'est que finalement, chacun a la possibilité d'avoir un impact. Et lorsque parfois on se retrouve avec des porteurs de projets qui nous disent « mais c'est juste une bestiole » ou « c'est juste un nid » ou « c'est juste une chauve-souris », pourquoi faire autant de choses autour de ça ? Mais tout simplement parce qu'il y a énormément de projets de partout portés par plein de gens et que si à chaque fois c'est seulement une bestiole, on contribue tous finalement à ce déclin de la biodiversité. Donc c'est vraiment important de jouer chacun un rôle. Je vais vous proposer, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires ? Oui, j'aurais un petit commentaire effectivement sur les atlas de la biodiversité. On en a parlé au tout début, mais je reviens... Alors, je suis du Parc naturel régional de Lorraine, et c'est nous qui avons créé l'outil en 1993, pour être précis. Et c'était exactement pour ce que vous avez annoncé, c'est-à-dire c'était un outil d'aide à la décision des communes. Donc on l'a fait gratos pour les communes, parce que nous sommes une collectivité, un parc, et il y a les adhérents qui sont les communes. Donc de 1993 à 2015, on a fait les 186 communes du parc, en Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle, pour mettre à disposition un outil qui était super, et la preuve, il est encore vivant maintenant au travers de l'ABC, qui était l'inventaire exhaustif du patrimoine de chaque commune. Et l'important, c'était de le retransmettre. C'était pas de le faire pour nous, c'était bien les perdre. Alors, les meilleurs moments, c'était en restitution aux communes, en soirée, avec les habitants. On payait un coup à boire, comme ça faisait venir plus de monde. Mais chacun pouvait identifier sur les photos qu'on présentait la mare du René, la haie du Michel. Et c'était vraiment une appropriation réelle de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment l'outil idéal pour ça. Et après, effectivement, la collectivité peut mettre à disposition d'une entreprise, Crivien ou autre, l'information pour
éviter toute dégradation ou dégradation. Et en parlant de dégradation, c'est vrai qu'on parle, puisqu'ici on est sur les bestioles qui embêtent des projets, il faut savoir quand même, effectivement, c'est un fait, il y a toujours une dégradation qui s'accentue. La biodiversité est super mal. Je suis un peu pessimiste aussi, même si je travaille dans le truc, c'est qu'on a perdu 80% de tous les invertébrés. Donc forcément, la chaîne est très bouleversée. Donc ça va aussi rejaillir sur notre santé et sur les productions vivrières et tout ce que l'on veut. Mais nous n'avons qu'1,12% de la surface en France et en région Grand Est de protégée. Vraiment en termes de réserve biologique. Donc ça veut quand même dire qu'on a à peu près 99% qui est ouvert à tout et aussi à toute dégradation. Donc il faut aussi l'avoir en tête, parce que ça fait 30 ans que je bosse là-dedans, on nous traite encore de Khmer vert, de mettre la nature sous cloche. Bon, il y en a 1% qui est sous cloche, et entre guillemets sous cloche, parce qu'on peut encore aller se balader dans des réserves naturelles sur la chaussée ou autre. Donc voilà, c'est vraiment une priorité de maintenant, parce que c'est pas pour embêter les entreprises ou les communes qui ont ces espèces-là, mais elle est bien pour nous faire survivre, nous, humanité, c'est pas sûr, mais en tous les cas, si on ne prête pas attention à tous ces petits éléments-là, ça sera encore moins sûr. Est-ce que ce que vous dites est exact? Et surtout, ce que je remarque aussi, c'est quand les gens arrivent à mettre un nom sur quelque chose, que ce soit une espèce, une fleur ou n'importe quoi, ils se l'approprient. Et le fait de s'approprier quelque chose, d'avoir un nom, de reconnaître quelque chose, on y est beaucoup plus attentif. Si on ne sait pas l'oiseau qui passe, on s'en fout un peu. Mais quand on attend que les grues passent et qu'on a on se dit, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Quand on voit que les grues passent un peu plus à droite ou à gauche, on dit, tiens, cette année, c'est pas pareil, quoi. Et ça engage effectivement au niveau des communes un dialogue et un discours. Et je pense que c'est le fait de s'approprier eux l'appellent peut-être pas la biodiversité, mais ils savent en vivre. Je veux dire, nos anciens, voilà, ils avaient leur jardin, ils savaient exactement quand est-ce qu'il fallait planter. Enfin, moi, je plante des patates, il y en a plein, hein, les petits papis, ils le plantent à la Saint-Joseph. Quand je leur demande pourquoi la Saint-Joseph, purée. Mais tu peux y aller. Là, tu vas plus avoir les grandes gelées ou après il y a plein de petites choses, de petits détails comme ça, du commun, qui font qu'ils participent tous à la biodiversité. Moi, je dis, on n'a rien inventé, mais il faut vraiment, effectivement, ensemble, faire progresser la chose et qu'on ne soit plus pris pour des gens un peu spéciaux, des écologistes qui veulent tout protéger, effectivement, interdire. Ce n'est pas le fait d'interdire, mais le fait d'avoir un atlas, par exemple, moi, ça me permet, si je fais un lotissement, je sais où je ne vais pas le faire. Mais je sais où le faire. Il y aura peut-être un impact environnemental, forcément, parce qu'il y aura des passages de gibier, des choses comme ça que j'aurai interrompues, mais il y aura des zones que j'aurai détériorées. Mais au moins, je le saurai. On ne peut pas continuer à vivre en ne faisant rien, en mettant sous cloche. Ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Mais on peut vivre plus intelligemment en respectant ce qu'on a autour de soi et en essayant de l'améliorer. Essayant au moins de faire que ça se dégrade le moins possible. Voilà. Je voudrais juste intervenir. Je reviens sur le sujet de l'Atlas de la biodiversité. Moi, ce qui me chagrine, parce que vu les chiffres qui sont annoncés, c'est énorme. Ça fait froid dans le dos, quoi. Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas connaisseur, mais quand j'entends les chiffres, ça me fait un peu peur de dire on a perdu autant de choses. Je prends le cas du PPRI. Tout le monde le connaît, c'est le plan de l'eau. Le PPRI, il est applicable au niveau d'un permis de construire. Il est indiscutable. Celui qui ne l'applique pas, il ne construit pas. Il y a eu un nouveau document qui est sorti, c'est l'Atlas de l'eau. Il n'est pas applicable. Mais il n'est pas applicable parce que, quelque part, l'État, la DDT, n'a pas fait les enquêtes qu'il fallait, c'est assez long, pour dire maintenant il devient applicable. Par contre, quand on dépose un permis de construire, il dit vous n'êtes pas censé ne pas le connaître. Mais on ne vous dit pas c'est une obligation. Mais bon sang, pourquoi on ne fait pas pareil avec l'Atlas de la biodiversité? Ça doit devenir quelque chose d'obligatoire. De façon à ce que quand on construit, on a l'application, on a l'obligation de le faire et de l'appliquer. Et si on ne le fait pas, mais on ne construit pas. Parce que là, à chaque fois, on se pose le dilemme, c'est un peu les règles françaises, on se pose le dilemme, oui, je sais, mais je ne fais pas. C'est dommage. Donc c'est à présent Monsieur Vanini de la société Cerebos qui va prendre la parole.
puisqu'il a cette particularité d'appartenir à deux mondes, à la fois le monde associatif et le monde industriel, et je crois qu'il s'est vertué à essayer de mettre ces deux mondes en relation, et il va nous parler de son histoire, Monsieur Vanini. Oui, merci. Moi, c'est pas toujours évident de faire se parler ces deux mondes, mais de toute façon, il faudra bien le faire parce qu'à un moment ou à un autre, tout le monde devra s'y mettre. Et le plus tôt sera le mieux. Donc oui, du coup, quelques mots sur le projet donc, du site Cerebos. Déjà pour commencer, donc moi, je travaille pour un groupe allemand qui s'appelle K+S, qui intervient dans le domaine de l'industrie extractive, alors qui est en particulier leader européen au niveau du sel. Alors, en Lorraine, ce sont deux sites d'extraction et de production et d'emballage de sel, tous les deux localisés à Dombasle-sur-Meurthe. Dombasle-sur-Meurthe, vous voyez où c'est, entre Nancy et Lunéville, c'est vraiment un secteur qui est marqué par l'industrie extractive depuis assez longtemps, au moins 150 ans, avec beaucoup de gravières, de sablières, beaucoup de sondages, donc principalement pour le sel, même une mine de sel. Voilà, donc c'est des activités qui ont beaucoup façonné les paysages, avec des digues, avec des plans d'eau, des gravières, des effondrements, comme par exemple à Raucourt, à Serville. Donc ils viennent façonner le paysage, modifier les milieux, détruire les milieux quelquefois, ou les transformer, en tout cas depuis très longtemps. Et le site Cerebos, donc lui c'est un site qui est ancien aussi, qui a plus de 150 ans, et qui a une histoire assez riche, qui a hébergé de nombreuses activités autour du sel. Il y a des sondages sur le site, donc il y avait l'extraction vraiment sur le site. Il y a eu de la production de l'évaporation de sel, à l'époque dans de grandes poêles, où les gens tiraient le sel un peu comme des sauniers, mais dans des conditions un peu moins sympas. Et de l'emballage, et maintenant c'est uniquement dévolu à l'emballage, notamment de la marque Cerebos, que vous connaissez peut-être en sel de table. Donc de ce fait-là, et aussi avec l'évolution des méthodes, l'emprise des bâtiments de production au niveau du site a beaucoup diminué au fil des ans. Et donc beaucoup de bâtiments ont été détruits sur 150 ans. Et aujourd'hui, on a environ 4 hectares qui ont été rendus progressivement à la nature. Alors c'était pas une volonté forcément des gens à l'époque, mais il se trouve que les bâtiments ont été détruits. De la forêt est revenue, de la prairie est revenue. Alors c'est intéressant parce qu'il y a tout un tas de micro-milieux. Il y a un tout petit vallon froid, il y a une petite prairie sèche, donc ce qui est très favorable du coup à la diversité par exemple des orthoptères ou sur la prairie sèche. Et alors le point faible du site, c'est que comme c'est revenu sur des gravats, il y a très peu de profondeur au niveau du substrat et les arbres ont tendance un petit peu à tomber dès qu'il y a un petit peu de vent. Voilà, donc ça mais en même temps, ça peut être pas mal d'avoir des arbres morts au sol. Donc voilà, donc le site était déjà en partie naturel. Donc il y a eu l'idée en 2015 d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec ce site, de créer vraiment, de sanctuariser cet espace-là, de créer un espace naturel. Et donc pour ça, on a fait appel à l'Atelier Vert, donc qui est présent ici, sous la forme de son directeur. Donc il parlera de son association tout à l'heure, mais on peut dire que c'est une association de référence sur l'éducation à l'environnement. Donc voilà. Et on avait à l'époque 3 objectifs. Donc c'était déjà premièrement, on va dire, réintroduire la nature dans le quotidien des salariés. Là, c'était vraiment l'occasion, c'était leur environnement du quotidien, de pouvoir y trouver de la nature, de la biodiversité, éventuellement de s'y sensibiliser. Ça, c'était un premier objectif. Donc une approche aussi, quelque part, la nature un peu comme patrimoine, parce que quelque part, l'usine, là où les gens travaillent, ça fait partie de leur patrimoine. Et donc, voilà, la partie qui est remplacée par la nature, c'est par extension. L'idée, c'était d'en faire aussi une partie de leur patrimoine. Deuxième objectif, c'était favoriser certaines espèces animales. Il y a notamment une population de crapauds calamites qui est tout près à vol d'oiseau. Donc l'idée, c'était de voir si elles pouvaient venir s'installer sur le site. C'était aussi d'accompagner un peu la résilience du site. Comme je vous l'ai dit en introduction, le site il est revenu en état plus ou moins naturel en un siècle, progressivement. Accompagner la résilience, ça veut dire par exemple arrêter la fauche absolument sur une partie du site. Et on a vu venir ou revenir des orchidées par exemple, voilà, qui n'y avait pas ou qui avait plus sur le site depuis très longtemps. Globalement, c'est un site du coup qui est en ville. Dombasle, c'est une ville de 10 000 habitants.
Donc forcément, on a des obligations de fauche, notamment liées au 14 juillet, pour éviter que tout s'embrase. Donc du coup, on a réduit maintenant la fauche à 1 fois par an, et même 0 fois pour une partie du site. Et c'est là qu'on va revenir justement des espèces végétales un petit peu sympas, comme des orchis bouc. Voilà. Le troisième objectif, donc Vanessa en a parlé en introduction, c'était un petit peu créer une passerelle entre le monde associatif et le monde de l'industrie, qui sont deux mondes qui se parlent pas, qui se méprisent un peu mutuellement, qui se connaissent pas en tout cas. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir créer cette passerelle-là. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et je pense qu'on est parvenu à faire aussi avec l'atelier vert, parce que maintenant il y a un vrai respect lorsqu'ils interviennent sur le site. Il y a vraiment un respect de la part des salariés sur leur travail. C'est pas juste les babas cool qui viennent et puis qui viennent faire leur truc, on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est vraiment des professionnels qui viennent et qui font des aménagements qui doivent être maintenus forcément en l'état. Voilà, donc si on rentre un peu dans le détail des aménagements, je ne sais pas si on peut passer peut-être la photo. Voilà, donc là, alors ça a été enrichi un petit peu depuis, hein, mais alors ce qu'on a mis en place, pour justement dans l'objectif de sensibiliser les gens, le premier aménagement, c'était un sentier qui contourne le petit massif là qu'on voit sur la gauche, qui fait environ 150 mètres de long, qui est en calcaire, caillou calcaire. Il y a un départ côté production, un départ côté administratif. C'est aussi symboliquement de dire, voilà, à la fois les gens administratifs et les gens de la production peuvent accéder facilement au site naturel. Donc on a aussi une aire de pique-nique. Voilà, donc là l'idée c'était de dire, cet espace-là, ça permet aux gens de venir quand il fait beau, de venir manger là et de voir un petit peu ce qui se passe autour. Voilà, et d'avoir l'occasion justement de voir des choses du quotidien, de pouvoir contempler un petit peu, de passer un petit peu de temps, de regarder des choses. On a mis en place 4 mares. Alors, il y a une mare principale qui est près de l'espace pique-nique, justement, qui est visible depuis l'espace pique-nique. Il y a une mare forestière et 2 mares pionnières, justement, qui devaient servir à accueillir le crapaud calamite. On a mis en place des plates-bandes fleuries, notamment avec des plantes mellifères, parce qu'on a une belle population d'abeilles sauvages sur le site. Un hôtel à insectes, là, on peut faire un focus dessus, parce que c'est vraiment une œuvre d'art. Hein, je pense on devrait presque le protéger. Parce que je crois qu'il fait 300 kg, il fait plus de 2,50 m de haut. Il est vraiment très très beau. Je crois que là, du coup, au niveau esthétique, c'est vraiment très très sympa. Et ça plaît beaucoup aux gens qui le voient pour la première fois. Et en plus, il fonctionne. Hein, on a beaucoup d'espèces qui viennent se reproduire dans cet hôtel insecte. Après, on a tout un tas on a un réseau de nichoirs, de mangeoires, d'abris à chiroptères. On a des haies. On a un verger. Alors le verger, c'était pas forcément, je dirais, la chose la plus réussie, parce que justement, par rapport à ce substrat très 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 fin, les arbres fruitiers ont eu beaucoup de mal à prendre, et une partie du verger est malheureusement morte assez vite. Et on a aussi des panneaux d'information. Peut-être qu'on peut montrer un exemple. Donc l'idée, qui sont installés près de la zone de pique-nique, qui devraient normalement être enrichis prochainement par des panneaux plus ciblés sur différentes espèces. Donc qui servent justement à informer notamment les salariés, mais aussi les invités qu'on peut avoir et qu'on emmène souvent manger sur la zone pique-nique. Donc tout ça, les aménagements ont été en grande partie réalisés à l'aide de déchets de scierie, hein, ce qu'on appelle des DOS, hein, donc la partie du tronc qui est circulaire et qui ne peut pas servir à faire des planches globalement. C'est ce qu'on retrouve principalement pour les tables, pour les bancs, pour tout ce qui va servir à jalonner le chemin autour du site. Donc on a inauguré cet espace en 2016, au moment de l'anniversaire du site, qui fêtait 150 ans. Donc on a pu du coup y emmener l'ensemble des invités. Il y avait environ 200 personnes, donc des partenaires, clients, fournisseurs, des élus, donc, à qui l'atelier vert a fait visiter le site avec des petits ateliers, pêche de larves de libellules, ce genre de choses, pour montrer aux gens toute la diversité qu'on avait au niveau du site. Donc si on tire un petit bilan de ce projet-là, je dirais en termes de satisfaction, elles sont surtout autour des espèces des bonnes surprises qu'on a pu avoir, des espèces qu'on a pu trouver. Notamment les grenouilles rousses adorent vraiment les mares. On a vraiment de grosses reproductions de grenouilles rousses depuis 2 ou 3 ans. Ça a mis un petit peu de temps avant de venir. On a eu une très bonne surprise au tout début du site en 2016, et c'était vraiment une sorte de signe en fait qui a montré qu'on avait eu raison de faire ce projet.
15 jours après l'installation de la première mare, on a une donnée de rainette verte, qui était la première donnée en fait, du secteur. Alors on l'a jamais revue après, mais voilà, en tout cas, bon, je dirais pour toujours, ça reste la première donnée de rainette verte du secteur. On a plus de 40 espèces d'oiseaux qui sont répertoriées sur le site, et du coup, moi, c'est celle que j'ai pu voir quand j'y vais, donc il y en a sûrement beaucoup plus d'autres de passage, notamment avec le rouge-tueur front blanc qui est nicheur, le serin cynie nicheur, et donc différentes espèces plus habituelles qui sont nicheuses aussi sur le coin. Donc on a parlé des orchidées tout à l'heure. L'hôtel insecte est très fréquenté par beaucoup d'espèces, notamment d'hyménoptères. Grosse satisfaction aussi autour, j'en parlais tout à l'heure, de la reconnaissance du travail de l'association, donc qui est vraiment vu comme un partenaire, un fournisseur vraiment comme un autre, maintenant je dirais au niveau du site, même je dirais en lequel on a peut-être plus confiance parce qu'ils peuvent venir quasiment comme ils veulent, alors que les autres ont quand même ils ont quand même des permis de travaux, hein, rassurez-vous, mais je dirais par rapport à d'autres fournisseurs qu'on connaît moins, ils ont moins à montrer patte blanche et ils vont et ils viennent comme ils veulent un petit peu sur le site, ce qui est vraiment très bien. Ça, c'est super important. Et puis un élément plus personnel aussi, au moment du confinement, donc le site forcément il a été laissé vide pendant plusieurs mois, donc vide de présence humaine. Et quand j'y suis revenu, donc au printemps 2020, c'est ça, je crois que c'était fin mai, j'étais accueilli par des renardeaux. Voilà, donc ça c'était vraiment le moment d'émotion, d'une période un petit peu compliquée. On revient et puis on tombe sur des renardeaux. Là, du coup, c'est un moment très fort en émotion. Alors sur les aspects plus négatifs, alors je dirais on n'a pas de crapauds calamite, ça c'est quand même la grosse. Les mares pionnières, pour l'instant, elles accueillent surtout des larves de libellules à foison de plein d'espèces différentes, mais quelques grenouilles vertes de temps en temps, mais pas de crapauds calamites. Et puis aussi, je dirais une déception, un petit peu, mais ça, là du coup, j'en prends une large part, c'est une difficulté à susciter de l'intérêt sur la durée auprès des gens, auprès des salariés. Donc, alors, il y a des choses que j'ai peut-être mal pensé qu'on a mal pensé au départ, c'est que notamment les gens qui sont en production travaillent par poste, donc souvent prennent leur repas avant ou après avoir travaillé. Première chose. Deuxième chose, c'est le sel, c'est un produit, ça reste un produit agroalimentaire, donc forcément les gens qui travaillent ont des vêtements, je dirais, dédiés à la production, qui doivent, quand ils font une pause, enlever pour pouvoir sortir et après remettre. Donc quand on a une pause de 20 minutes, c'est un petit peu juste pour pouvoir faire tout ça et venir en plus profiter vraiment du site. Et puis la partie animation, moi j'étais très présent au début pour montrer par exemple aux gens des exuvies de libellus, ce genre de choses sur le site, ou des trucs un peu vraiment du quotidien pour vraiment sensibiliser les gens. Après sur la durée c'est plus compliqué, forcément il y a d'autres priorités qui viennent se mettre à la place. Donc voilà, c'est un vrai défi je crois de faire renaître la capacité à s'émerveiller. Mais je crois que voilà. Donc là, du coup, vous disiez tout à l'heure, si c'était à refaire, je ferais un petit peu différemment. Voilà. Donc peut-être justement sur la sensibilisation du personnel, mettre peut-être plus l'accent, par peut-être d'autres actions aussi. Et bon, c'est pas fini, on peut encore le faire maintenant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire en mettant des panneaux qui vont être focalisés sur les espèces un peu emblématiques du site et relancer un petit peu justement une motivation, une sensibilisation des gens. Mais cette partie-là, elle est encore à parfaire. Hein, et je vais terminer juste par une citation qui est assez classique, mais qui est que le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais il mourra par manque de capacité à s'émerveiller. Vous la connaissez cette citation, je pense. Et je crois qu'elle est justement, elle est particulièrement appropriée quand on parle de ce genre de projet. Donc l'enjeu est vraiment au bout du compte de te faire renaître cette capacité à s'émerveiller. Voilà pour moi. Monsieur Vanini. En tout cas, moi, vous m'avez emmené dans votre monde déjà quand on s'était téléphoné en préparant cette réunion. En tout cas, là, il y a une première en ce qui me concerne. C'est la première fois que j'entends un industriel me dire qu'il est triste de ne pas avoir de crapauds calamites. J'avoue, c'est une première.
Ce que je retiens de votre expérience, c'est que si les porteurs de projets ont une forme d'obligation de tenir compte de la biodiversité existante sur le site, ils peuvent aussi en faire un outil de communication, un levier de sensibilisation, et dans tous les cas valoriser cette action auprès de leurs clients, de leurs administrés, et pour moi ça c'est quand même un bon signal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette intervention ou des remarques éventuellement ? Une petite question justement sur l'appropriation des salariés. Est-ce que vous avez fait par exemple des séances participatives ou des recherches par les salariés, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, de suivre libellules, grenouilles rousses, etc. ou pas? Et est-ce que c'est encore envisageable pour justement redonner une dynamique de se réapproprier ce site? La difficulté, après, c'est bon, ces temps-là, les salariés ont partagé pour certains à la construction, à la création des mares, par exemple, sur leur temps personnel. Après, c'est plus compliqué de pouvoir y consacrer du temps sur le temps de travail. Et ça pour le coup, moi, j'ai pas souhaité m'engager là-dedans. Parce que je voulais pas qu'on puisse me reprocher d'en faire quelque chose de plus personnel par rapport à des convictions personnelles. Et donc voilà, donc là j'ai peut-être été un petit peu timoré par rapport à ça. Donc non, on n'a pas fait d'action de recherche particulière. Alors je dirais demain avec ces panneaux qu'on va installer, ça peut être aussi une idée de dire voilà, on vous a mis 6-7 panneaux avec les espèces, essayez de les trouver sur vos temps de pause. Mais donc voilà, effectivement, donc du coup, ça reste un manque parce qu'on percute vite les agendas finalement de la production, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Pas d'autres remarques ? Alors du coup, je pense que vous l'aurez compris, entre les regards échangés, Monsieur Vanini de la société Cerebos travaille beaucoup avec Monsieur Chassat de l'Atelier Vert, hein, qui prendra la parole pour la suite, pour parler justement de toutes les actions de sensibilisation et de communication auprès du public que l'on peut faire. Yann, si tu veux bien. Voilà, donc c'est bien, je vais prendre la suite et puis redire aussi 2-3 mots sur ce projet. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup d'entreprises. Les espaces verts aujourd'hui sont un peu trop dédiés à un aspect uniquement paysager, esthétique, avec en plus une esthétique qui est guidée par les choses qu'on connaît tous, les pelouses rases, etc. Et quand on l'explique bien et qu'on communique et qu'on montre justement l'intérêt à changer un peu ses pratiques et puis à proposer d'autres choses, eh bien, ça peut vraiment fonctionner aussi pour tisser du lien social et puis redonner aussi au cadre de l'entreprise, on va dire, un meilleur cadre de travail pour les salariés. Là, on sait qu'il y en a quand même beaucoup qui vont prendre leur pause dehors parce que ça les sort un peu des machines, etc. Chose qu'ils ne faisaient pas, puisque avant, c'était l'espace non aménagé ou considéré comme tel, dans lequel il n'y avait rien à voir. Bon, bah maintenant, c'est l'espace nature où il y a des bestioles. On leur a fait un chemin pour pas trop se salir. Et du coup, ils y vont. Et ça améliore aussi le confort, je pense, dans le psychologique et un espace de décompression aussi. Et puis, comme disait Didier, un espace d'émerveillement. Donc ça, c'est quand même important. Surtout que l'émerveillement, il n'est pas uniquement sur des espèces très rares. Hein. La plupart des gens ne connaissent pas même les espèces très communes. Et on peut s'émerveiller sur des espèces très communes quand on prend un peu le temps de regarder le moindre criquet, la moindre sauterelle ou les papillons qu'il y a sur site. Et il s'en dégage aussi après une fierté. Et ça, c'est quand même des retombées. Je pense qu'il faut vraiment les assimiler et se dire que du coup, on ne fait pas ça uniquement pour les crapauds. Ou, voilà, on fait ça aussi pour les gens. Et parce que justement, à la limite, les crapauds, s'il y en avait, ou les grenouilles, pouvaient se débrouiller un petit peu avant. On leur facilite un peu la tâche sur certains aspects, et encore avec une vision quand même humaine, puisqu'on va décider de modes de gestion qui seront favorables à une espèce ou une autre. Mais la meilleure gestion, ce serait aussi de rien en faire. Sauf qu'on se coupe de toute l'interface qu'on peut avoir avec les gens. Et aussi l'effet grain de sable qu'on disait tout à l'heure, c'est que avec cet endroit-là, ça peut faire un début d'amorce de prise de conscience qui après va être répercuté aussi dans la vie des gens, dans leur quotidien, dans leur jardin. Puis voilà, on espère que ça fasse un peu boule de neige ou boule de sable en période de réchauffement climatique. Voilà, bon, je reviendrai peut-être un petit peu dessus. Alors l'hôtel insecte, alors c'est pareil. Ça, c'est toujours un petit peu rigolo parce que dans les idées ou dans les envies comme ça, il y a plein un peu de recettes. On va se dire, tiens, il faut faire un truc pour les insectes.
Donc en gros, on pense hôtel à insectes, ça fait un bel aménagement. Là, Cerebos, tout le monde parle de l'hôtel à insectes. Alors oui, ça peut être intéressant. Ça peut être surtout intéressant sur des endroits où il n'y a rien, des endroits bitumés, etc. Bon, ça peut apporter quelques habitats. Mais ça, l'impact, il est vraiment pédagogique. Je veux dire, ce qui est important, c'est qu'à côté de ça, on laisse du bois mort, on laisse des endroits qu'on ne fauche pas, on laisse des parties qui sont fleuries avec des variétés locales qui vont amener du pollen, du nectar. Après, l'intérêt là, c'est que ça fait une zone d'observation. C'est que les gens ils se disent, tiens, si je veux voir des insectes à la bonne période, ben, je vais aller voir les osmies, je vais aller voir ce qui se passe un petit peu là-dedans. Mais en soi, c'est pas parce qu'on a mis un hôtel insectes qu'on a fait du bien aux insectes. Bon, on a fait quelque chose de joli et c'est bien, mais voilà. D'ailleurs, le panneau hôtel insectes, si vous regardez, il s'appuie plutôt sur les besoins qu'ont les insectes dans les milieux naturels. Du bois mort, des chandelles, des feuilles mortes, etc. Et en fait, on explique que dans l'hôtel, on essaye de copier un petit peu ça à plus petite échelle pour leur offrir des micro-habitats, mais que ce qui est important pour eux, c'est tout ce qu'on fait à côté. Et puis le zéro phyto, etc. Voilà, donc nous, l'atelier vert, effectivement, on est plutôt axé sur la partie pédagogie de l'environnement. Donc on a une vision de spécialiste, un peu généraliste plutôt. On va justement être moins sur une vision naturaliste très poussée, comme peut l'être Néomis sur la faune vertébrée ou ce genre de choses, puisque notre but c'est d'emmener les gens déjà à découvrir cette diversité. Et nous-mêmes, on fait appel régulièrement aux associations plus pointues sur les groupes d'espèces pour avoir des infos. Alors non seulement sur les listes d'espèces, on parlait de l'ABC tout à l'heure, donc des atlas de biodiversité, mais aussi surtout sur l'écologie des espèces. Et tout à l'heure, j'entendais M. Romer qui disait ouais, les chauves-souris sont quand même exigeantes. Bah déjà, les chauves-souris, c'est déjà c'est 22 espèces en Lorraine. Donc déjà, chaque espèce, elle a ses spécificités. Je veux dire, c'est comme si vous disiez les oiseaux. Bon, bah, une mésange, elle n'a pas les mêmes besoins qu'un cygne. Voilà, tout simplement. Il faut se dire que chez les chauves-souris, c'est pareil. Chez les insectes, c'est pareil. Et même chez les papillons, c'est pareil. Les orthoptères, etc. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les aménagements, on est quand même sur du tâtonnement. Il y a des choses, on connaît des choses qui marchent, hein, les nichoirs pour certaines espèces et tout. Mais il y a quand même une énorme zone noire où on est sur de l'expérimentation. Et ça peut être aussi stimulant. Se dire, tiens, on va essayer, parce qu'on a remarqué que dans l'écologie de cette espèce, eh ben, elle avait tel ou tel besoin, eh ben, on va essayer de trouver un aménagement qui lui convienne. Et puis dans ces tâtonnements, des fois on trouve les bonnes réponses, qui vont fonctionner sur un site, pas sur d'autres. Et ben ça, je veux dire, il faut pas, c'est pas grave, hein, si vous faites des tests sur votre site et que ça ne fonctionne pas, c'est aussi une donnée intéressante. Et je dis ça parce que voilà, si vous imaginez une chauve-souris qui essaye de construire une maison pour les humains, bon, elle a compris qu'ils avaient besoin de toilettes, mais si les toilettes, elle les fixe sur le mur, je suis pas sûr que vous, dans cet appartement, vous allez utiliser ces toilettes, quoi. Et ben, faut se dire que nous, sur les espèces, c'est pareil. On a notre filtre, on a notre vision, on essaie de faire au mieux, et après, bah, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, on fait des sorties nature, ça c'est important pour impliquer les gens, et aussi pour que les gens, ils n'aient pas uniquement l'interface biodiversité du rapport qui est rendu. C'est que derrière ça, bah, c'est aussi des gens qui travaillent, des hommes avec des compétences, qui vont sur le terrain avec des protocoles, comme eux finalement, dans leurs industries, sur leur spécialité. Et cette rencontre entre les deux mondes-là, elle est assez primordiale, quoi. Nous, on développe aussi des outils pour la compréhension de la biodiversité et la prise en compte. Donc ça, par exemple, c'est un outil qu'on a développé alors pour une autre société, hein, c'est pour Veolia, sur la création de... Parce qu'ils sont toujours en recherche de nouveaux sites, soit d'enfouissement, etc. Et en fait, un des constats qu'on a fait avec la personne qui s'occupe de la biodiversité chez eux, c'est qu'au sein même de Veolia, ils ne comprennent pas les étapes d'un projet. Ils ne comprennent pas que la première chose à faire avant de vouloir construire un endroit, c'est faire des inventaires, regarder les espèces qui sont présentes. Donc, comme on a dit en fait depuis le début, c'est de prendre le plus en amont ces contraintes qui deviennent en fait parfois, qui ne sont plus des contraintes, qui sont des atouts qu'on va pouvoir valoriser. Et donc là, c'est un jeu de rôle en fait où bah, voilà, on doit, dès le début, créer une nouvelle plateforme. Et donc, on va regarder tout ce qu'il est possible de faire. Déjà,
sur la démarche éviter, réduire, compenser. Donc déjà, est-ce qu'il y a vraiment ce besoin-là à un endroit donné? Donc on a des cartes qui vont nous donner tout un certain nombre de contraintes. Et puis on a des différentes phases du projet, donc de déroulement du jeu, avec des possibilités différentes. Et on va pouvoir voir les impacts que ça a pour essayer de trouver le moins d'impact possible. Et de... Alors compenser, c'est toujours un grand mot, mais en tout cas d'essayer de limiter la casse, puisqu'on aura beau compenser, on récupérera jamais mieux que si on n'avait rien fait du tout. Voilà, ça, c'est important aussi. Mais en tout cas, on développe aussi ces jeux et on essaye de les faire vraiment adaptés au contexte, à l'entreprise. Donc voilà, ça c'est... De la vulgarisation, des conférences, bon ça on fait aussi. Des animations, et tout à l'heure on parlait des aménagements, donc sur les aménagements en bois, c'est toujours intéressant aussi d'impliquer les salariés, parce que là aussi souvent les gens ils ont un besoin de faire quelque chose pour la nature. Pour eux c'est pas, si on leur dit bah, il faut juste laisser, ça suffit pas. Alors on peut leur proposer, dire bon bah voilà on va construire des nichoirs, mais finalement le but c'est pas les nichoirs, c'est qu'ils se disent tiens bah là je vais pouvoir être actif sur une journée, semaine du développement durable ou autre chose, mais là on les capte et on peut leur parler de tout le reste. Et petit à petit, d'année en année, on sent qu'on peut glisser sur de moins en moins d'aménagements, de plus en plus de sorties, alors peut-être contemplatives ou une autre prise en compte en tout cas de ce patrimoine et un intérêt en tout cas de la part des salariés. Voilà, on sort aussi des petits ouvrages de vulgarisation. Ce que je peux dire d'autre, c'est que on dit souvent ça, hein, mais entre le monde de l'entreprise et puis le monde de l'environnement, ben en fait, il y a autant de peur d'un côté que de l'autre. C'est vrai que quand nous, associations, on discute entre associations, voilà, on parle de telle bestiole qu'on a vue, etc. Puis quand on est contacté par une entreprise, on se demande toujours un peu ce qu'on va pouvoir faire avec eux. Donc on a un petit peu peur. Et puis en fait, eux, ils ont aussi peur de nous contacter, parce qu'ils disent ouais, mais s'ils nous trouvent des espèces protégées, on va être enquiquinés. Et finalement, ben, nous, sur la plupart des projets, je dirais 90%, en fait, on a un peu une élévation des deux, hein, puisqu'on va se mettre d'accord sur des choses à faire et puis sur un patrimoine qu'on va réussir à valoriser. Et valoriser, c'est donner de la valeur, hein, on le dit, mais ce n'est pas uniquement voir ça comme une contrainte. Et dans les aménagements qu'on fait, c'est aussi important justement de mettre une juste valeur en face. C'est-à-dire que si vous décidez de faire un truc, bon, bah, c'est pas juste aller afficher un petit A5 plastifié pour dire il y a de la biodiversité sur le site. Si on y met des moyens, ça veut dire que ce qu'il y a derrière, c'est une réalité et que c'est quelque chose qui vaut le coup de mettre les moyens parce que c'est quelque chose qui a une valeur qui est énorme. C'est notre bien commun. Et puis comme on disait, c'est de l'émerveillement, mais c'est aussi des services rendus. C'est tout un tas de choses qui devraient, comme on dit aussi, être obligatoires. Et petit à petit, peut-être que ça s'inscrit aussi. Je veux dire, si on regarde une salle comme ici, on voit là, tous ces petits extincteurs ou ces alarmes à feu. Bon, j'imagine que la première année où ça a été rendu obligatoire, ils se sont dit oh là là, faut monter là-haut avec une nacelle, ça va être coûteux, etc. Maintenant, c'est de l'acquis. J'imagine qu'ils font la maintenance tous les ans. C'est une dépense qui est inscrite. Et bien, la biodiversité, ça devrait être pareil. Et cette dépense, elle est inscrite parce qu'on est convaincu, au fond de nous, qu'il y a une utilité. Et on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire et que c'est la bonne chose. Voilà. Donc, voilà, après, on peut échanger là-dessus. C'était pas une conclusion, hein, je laisse à Vanessa. Tu peux conclure. Hein. En tout cas, merci beaucoup Yann. Moi, ce que je retiens de cette intervention, c'est vraiment que si c'est pas naturel pour le moment d'avoir des liens entre les associations et le monde industriel et les collectivités, ou en tout cas s'il y a une peur de tous les côtés, il y a une vraie richesse et une vraie plus-value à travailler de concert. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions par rapport à la dernière intervention? Désolé, j'ai encore une question. Alors ça s'adresse à M. Vanini comme à toi, Yann. En fait, comment il y a eu le contact? Parce que la plus grande difficulté, on l'a vu depuis le départ, c'est de connaître et d'avoir l'information. Où aller la chercher et comment contacter qui? Donc comment ça s'est passé, un cas concret, quoi? Allez, je réponds. Alors ça, c'est rigolo aussi parce que le premier contact, c'était simplement... On a vu sur notre Facebook quelqu'un qui a mis une question. Est-ce que vous faites des mares dans les entreprises? Donc c'était Didier. Donc moi je me dis bah oui, on peut aller faire une mare dans une entreprise. Et puis on s'est rencontrés sur le site.
Et puis quand j'ai vu quand même cette emprise qui était grande avec des choses intéressantes, le petit vallon, etc. Je dis mais on peut faire une mare, mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Et puis donc Didier a dit bah faites des propositions et puis on verra. Et puis petit à petit, bah, comme il disait, il y a eu aussi une connaissance réciproque, il y a eu ensuite une confiance, et puis il y a eu une idée de l'engagement. C'est-à-dire que nous, il y avait des choses, on s'est dit on n'a encore jamais fait, on va expérimenter. Là, on peut le faire. Et puis en face, l'entreprise était à l'écoute. Une affaire de personnes, parce qu'après on a sympathisé et maintenant on travaille ensemble régulièrement sur ce projet, mais aussi sur d'autres projets. Mais le premier contact, c'était simplement pour un aménagement très ponctuel, et ça a tout de suite émergé. Voilà. Je sais pas si tu veux dire un... Ouais, je pourrais compléter en disant que finalement, moi j'étais aussi, alors, à titre personnel, à un moment de ma vie où moi, j'ai toujours aimé la nature ou aimé les animaux, mais finalement j'étais à un moment de ma vie où j'avais vraiment envie de m'engager, de faire des choses. Et ça avait commencé un tout petit peu avant qu'on se rencontre avec l'Atelier Vert et avec Yann. Et on va dire l'Atelier Vert et Yann m'a accompagné aussi dans mon engagement sur plein d'autres choses, hein. Yann m'a aidé à choisir un peu les associations où je pourrais apporter de la valeur ajoutée par rapport à mon profil. Et voilà, donc ça c'est au-delà du projet, il y a finalement eu aussi ce rôle d'éducation à l'environnement, plus spécifiquement pour moi. Sur la durée, ça fait maintenant 8 ans et du coup moi j'ai beaucoup grandi aussi en tant que naturaliste, on peut dire, et c'est né au travers de ce projet-là. Et c'est typiquement mon expérience personnelle, c'est typiquement quelque chose que j'aurais envie justement de multiplier. Et voilà, j'aurais envie que d'autres personnes aussi du site Cerebos ou d'autres sites puissent bénéficier, qui puissent suivre ce chemin-là. Voilà, donc. D'autres commentaires? Genre juste un truc aussi. Alors ça c'est sympa aussi ce truc de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être à tous les niveaux de l'entreprise. On a un autre cas alors avec des sablières avec qui on travaille de temps en temps. Là, on a un conducteur d'engin qui s'est pris de passion pour tout ce qu'on pouvait lui expliquer sur la nature. Donc au début, on sentait que c'était un peu pour effectivement grappiller quelques heures parce que son patron lui avait dit oui, bah, tu peux aller voir l'aménagement hirondelle de riz. T'as qu'à aller faire de la pelleteuse par là-bas. Et puis maintenant, en fait, il nous appelle plusieurs fois par an pour nous donner ses observations sur le site. Et puis même, il prend des initiatives. Alors des fois, il va un peu vite, et voilà. Mais l'autre coup, voilà, il appelle, il dit, ouais, bah là, on devait détruire des éléments en béton. Bah, j'ai fait un souterrain à chauve-souris, je les ai enterrés et tout. Donc, chose que nous, en association, il nous faut 2 ans et puis 30 000 € pour faire ça. Lui, il a fait ça l'après-midi plutôt que d'aller mettre ces éléments en béton concassés. Il les a installés et en soi, c'était une bonne idée. Après, bon, si on avait été prévenu avant, on aurait réfléchi un peu mieux le truc. Mais ça, c'est super sympa aussi de sentir dans les entreprises que ça a mordu. Et ça a mordu sur des choses qui sont dans leur quotidien et qui vont être transformées et qui vont ajouter une plus-value quand même à la biodiversité. Et ça, c'est chouette. Je dirais que ce mouvement-là, ces personnes un petit peu individuelles dans différentes entreprises, on sent quand même un frémissement. Alors, personnellement, je suis aussi très très pessimiste et puis je dirais ce qu'on voit au quotidien, les informations qu'on peut avoir au quotidien, elles sont plus qu'alarmantes, c'est affolant, c'est déprimant, c'est tout ce qu'on veut. Mais en parallèle, voilà, ces envies individuelles, ces envies d'engagement individuel à tous les niveaux, ça se multiplie. Voilà, je pense que et ça, du coup, c'est quelque chose peut-être sur lequel il faut capitaliser, je dirais, dans les temps à venir. Et c'est dans un délai très très court. Et c'est maintenant vraiment que ça se passe. Il faut essayer d'arriver peut-être à un niveau de basculement qui fera que demain, la biodiversité sera vraiment prise en compte. Je dirais comme les aspects économiques, comme le reste, comme les aspects sécurité, ainsi de suite, dont on parlait. Voilà. Donc et c'est vrai qu'en termes de timing, c'est dans les prochaines années, je pense que ça va se... Et les prochaines années, c'est les moins de 5 ans à venir que ça va se jouer certainement. Alors, effectivement, je vais certainement faire une petite conclusion, à moins que vous ayez d'autres commentaires à faire. Au-delà de la conclusion, et parce qu'on a un petit peu d'avance et qu'on est un public restreint,
Sur les conseils de Yann, je vais vous proposer chacun, si vous voulez parler de la problématique qui vous a amené à assister à cette conférence aujourd'hui. Donc, trois mots de conclusion. Tu peux lancer la vidéo du Grand-Duc, juste au cas où ce que je dis n'est pas très, très intéressant. Moi, je retiens 3 choses de cette intervention aujourd'hui. C'est d'abord l'importance de connaître son territoire. Et du coup, pour ça, il existe des outils participatifs, des outils sur lesquels vous pouvez avoir des aides, etc. Et ça, c'est plutôt positif. L'importance aussi d'anticiper et de connaître la réglementation pour pouvoir prendre les choses en son temps et ne pas se retrouver bloqué à un moment du projet. Et finalement, de l'importance d'impliquer toutes les parties. Que ce soit les habitants, que ce soit les associations locales, que ce soit des partenaires, que ce soit les salariés, etc. Ne pas hésiter à aller vers les gens et à partager cette envie commune. Alors, si vous le voulez bien, est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole pour parler de leur projet ou en tout cas de la raison qui les a amenés ici aujourd'hui? Vous avez des personnes qui ont une certaine expertise et qui pourront certainement vous apporter des éléments de réponse. Je travaille pour Enertrag, donc on est un producteur d'énergie photovoltaïque et éolienne. Personnellement, je suis chef de projet photovoltaïque, donc je travaille sur des grandes centrales au sol de grande envergure, de plusieurs hectares. Donc c'est pas pour rien que je suis ici du coup. Et notamment, on a un cadre réglementaire, donc on a une évaluation environnementale obligatoire pour ce genre de projet. Et ça m'amène juste à une question avant de poursuivre sur ce dont je travaille. C'est par exemple pour les exemples de lotissement, donc je rebondis sur ce que disait Monsieur Tedesco. Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire pour ce type de projet? Parce que nous, c'est vraiment très clair. On a un seuil de puissance. Au-delà de ce seuil de puissance, on doit faire une évaluation environnementale. Est-ce que pour les projets de lotissement, de maisons même individuelles ou ce genre de choses, il y a un cadre réglementaire? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... Il n'y a pas vraiment de cadre précis. Et si on trouve une espèce en jeu, on doit faire une évaluation environnementale. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un cadre précis là-dessus. Mais après, je ne connais pas du tout. Il faut qu'on se mette d'accord sur le cadre réglementaire. Si ça concerne uniquement la partie biodiversité, il n'y en a pas, sauf si on fait partie des groupements qu'on avait vus tout à l'heure. Par contre, si on regarde le cadre réglementaire en général, là, il y en a plus que la France et la Navarre. Hein. D'accord, ok. Pour parler un petit peu de mon vécu, j'ai pas une énorme expérience dans le développement de projets photovoltaïques, mais je pense typiquement à un de mes projets qui a pas mal d'enjeux. On n'est pas du tout sur le même territoire, mais c'est un projet qui est un petit peu en dessous d'Orléans, donc en centre-Val de Loire. Lors des inventaires, on a répertorié pas mal d'enjeux, notamment la présence de zones humides et la présence d'une espèce floristique protégée, le bugle pyramidal en l'occurrence. C'était un projet un petit peu compliqué entre guillemets où on s'est posé la question est-ce qu'on continue, parce qu'évidemment on s'attendait à des mesures derrière forcément qui répondent à ces enjeux, notamment des mesures compensatoires, alors qu'on essaye d'éviter au maximum d'aller jusqu'à la compensation. On essaie de faire de l'évitement, de la réduction, mais la compensation le moins possible. Sur ce projet, on a eu ces enjeux-là et on a quand même continué. On continue ce projet. On a été en contact avec la DREAL, avec la DDT, pour co-construire un projet avec eux. Mais on est amené sur nos projets à tomber sur des enjeux qu'on n'avait pas forcément imaginés au premier regard. Donc c'est pour ça que je suis ici et que du coup j'ai écouté avec attention la conférence, parce que pour le coup c'est un enjeu qui est très important dans nos projets, quoi. Donc, pas de questions particulières. Je ne sais pas si vous travaillez sur des projets photovoltaïques comme ça, ou même des projets éoliens, même si moi je ne travaille pas dans l'éolien, mais ça peut intéresser mes collègues aussi, si ça vous est déjà arrivé de travailler sur ce genre de projet. Oui, donc Mathieu Gaillard, chef de projet à l'association Néomis. Donc effectivement, on intervient sur ce type de projet. On a beaucoup travaillé sur l'éolien, quasiment plus maintenant. On travaille un peu sur le photovoltaïque, mais relativement peu. Donc là, le cadre réglementaire est un petit peu différent. Pardon. Dans le cas du projet sur la commune de Flavigny, c'est les espèces... le projet n'impliquait pas forcément la réalisation d'une étude d'impact.
Mais les inventaires préalables permettent quand même de respecter la réglementation, donc doivent être prises le plus en amont possible. Dans le cadre d'un projet de ce type-là, l'étude d'impact est obligatoire au départ. Donc on est dans le même cadre réglementaire, mais avec une nécessité ou pas, selon le type de projet. En fait, c'est l'ampleur du projet, je dirais, qui implique le fait qu'une étude d'impact soit nécessaire ou pas. Mais sinon, après, la réglementation, c'est la réglementation sur les espèces protégées. Donc effectivement, dans le cadre de Flavigny, il y a eu comme plusieurs espèces protégées étaient impactées de façon significative, parce que destruction des habitats, il y a eu un dossier de dérogation qui a été validé par l'ADREAL, CSRPN. Donc il y a eu quand même cette démarche réglementaire d'un dossier de dérogation, d'une demande de dérogation pour ce projet-là. Donc je pense que sur votre projet photovoltaïque, il y aura aussi cette procédure réglementaire du dossier de dérogation. D'après le bureau d'études qui a fait les inventaires et l'étude d'impact global, non. Bon, on attend le retour du coup de l'administration, mais c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu peur, le dossier de dérogue. Donc on verra si ça sera le cas. Mais a priori, on n'est pas soumis à ce dossier-là. À voir du coup le retour des services instructeurs du coup. Sur les projets photovoltaïques au sol, on est enfin quand je dis on, je fais partie du CSRPN. Donc il y a quand même souvent des projets où les mesures d'évitement et de réduction sont poussées au maximum. Donc pour le bureau d'études, ça suffit, mais le regard des experts du CSRPN n'est pas forcément le même, et souvent on aimerait bien avoir une vision, au moins pour voir comment ça a été réalisé et si les mesures proposées sont suffisantes pour prendre en compte les enjeux du site. Parce que c'est quand même assez souvent que sur des projets photovoltaïques, on a des enjeux importants, parce que c'est surtout le photovoltaïque au sol, forcément, parce que les zones qui sont choisies sont souvent des zones un petit peu délaissées par l'urbanisme, par l'agriculture, et où la biodiversité se développe. Donc on est quand même souvent sur des zones à enjeux forts. Donc c'est une grosse problématique. C'est sûr que les problématiques d'énergie sont primordiales dans le cadre des problématiques réchauffement, etc. Mais il ne faudrait pas que la biodiversité soit complètement écartée pour pouvoir mettre des panneaux un peu partout, ou de l'éolien ou d'autres choses que comment qu'on appelle ça, les méthaniseurs, voilà, merci. C'est d'autres problématiques, mais pour alimenter un méthaniseur, on retourne des prairies naturelles pour mettre du maïs, etc. Enfin, on a à chaque fois, sur toutes ces problématiques d'énergie dite verte, une problématique. Souvent, on a l'impression, en tout cas, que la biodiversité est un petit peu oubliée. Donc, vraiment bien réfléchir aux zones d'implantation de tous ces projets, et des incidences qu'ils peuvent avoir sur les milieux et la biodiversité sur le site, mais éventuellement aussi dans le cadre des méthaniseurs à une échelle beaucoup plus large. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a peu de retours sur l'expérience des centrales photovoltaïques et la biodiversité. Il y a peu de suivi d'exploitation qui sont faits, parce que non obligatoires dans le photovoltaïque, contrairement à l'éolien. Et en ce moment, l'ADEME avec Enerplan, donc c'est le syndicat de l'énergie solaire, sont en train de faire justement, ils récoltent tous les retours d'expérience de ce type de projet pour évaluer l'impact des centrales au sol sur la biodiversité. Mais c'est en cours, c'est pas encore fait, on est sur la deuxième phase, je crois qu'il y en a 3, mais c'est en cours. C'est encore un petit peu nébuleux, mais ça vise justement à devenir un peu plus clair, un peu plus réglementé, quoi. Oui, donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir des retours de suivi de ce type-là. Mais ce qui est important aussi, c'est que l'état initial, donc l'état avant construction, soit correct et suffisamment complet. Parce qu'on a des cas où l'état initial était largement insuffisant, et donc les suivis post-installation ont montré qu'on avait presque plus de choses qu'au départ. Mais c'est pas parce que le projet photovoltaïque a apporté une plus-value sur le site, c'est plutôt parce que l'état initial avait été largement insuffisant. C'est tout pour moi. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour parler de son projet? Oui. Alors moi je travaille chez Eurovia, à l'agence de Ludre à côté de Nancy. Moi je suis, à titre personnel, je suis responsable qualité prévention environnement, et on participe surtout aux phases réalisation.
Mais j'étais venu ici pour savoir un peu. On est confronté sur les chantiers forcément à la biodiversité, et aujourd'hui c'était surtout pour un peu pouvoir essayer de se démarquer, on va dire, pour les réponses aux appels d'offres, parce que l'environnement forcément dans les appels d'offres prend de plus en plus une place, même si elle reste mineure, pour essayer de se démarquer tout simplement de la concurrence, même si le but final c'est, on va dire, la biodiversité. En tant qu'entreprise, si on n'a pas l'offre, on ne peut pas mettre en place les bonnes mesures, mais c'est pour essayer de se démarquer de la concurrence, pour faire en sorte d'avoir la meilleure réponse vis-à-vis de la biodiversité, justement, et essayer de l'intégrer dans nos études, pour pas être mis devant le fait accompli pendant le projet, devoir être bloqué et avoir ces risques-là, même si le projet peut être, on va dire, nocif, ou je sais pas, ne pas avoir une valeur ajoutée pour l'environnement, mais avoir le moins d'impact possible, et justement mettre les mesures en face, quoi. Voilà. Et puis à titre personnel, on n'a pas forcément tous les contacts, et de savoir qu'il y a des associations qui peuvent vraiment accompagner les entreprises, même si à la base c'est surtout pour je pense, les collectivités locales qui font appel, les collectivités locales et les entreprises publiques, justement, à l'avant-projet et pas pendant la phase réa, mais à nous, si les étapes des collectivités locales n'a pas été faites correctement, on a aussi un devoir en tant que sachant de mettre en place les choses, et puis d'alerter, et voilà. Alors, il y a un dispositif qui a été mis en place par le réseau, alors plutôt le réseau éducation environnement, qui s'appelle Transition écologique en entreprise, et il y a des petits catalogues avec, vous verrez sur les tables là-bas, avec déjà aussi une liste d'associations qui peuvent vous accompagner, mais pas forcément sur les contraintes réglementaires, études d'impact, etc. Parce que là, il faut aller vers soit des associations, soit des bureaux d'études qui ont vraiment cette compétence et ces qualités-là sur les groupes d'espèces particuliers. Mais en tout cas, sur les démarches globales de réflexion, de prise en compte, de sensibilisation, il y a déjà ce petit ouvrage, et vous aurez la liste un peu de pas mal de structures dans le Grand Est qui ont déjà des retours d'expérience avec les entreprises. Et puis après, vous pourrez regarder et puis choisir un petit peu. Oui, un petit complément d'info aussi sur ça. C'est vrai qu'il y a une association, en tous les cas pour le Grand Est, qui s'appelle Odonat Grand Est. Vous pouvez noter Odonat, O-D-O-N-A-T, plus loin Grand Est. C'est un acronyme. En fait, c'est l'association qui regroupe toutes les associations de connaissances naturalistes du Grand Est. Tous ceux qui s'intéressent aux libellules, aux papillons, aux oiseaux, etc. Et eux sont prêts, et ils sont souvent sollicités maintenant, ça commence par être un petit peu connu, par des entreprises pour fournir déjà de l'information préalable puisqu'ils ont la synthèse de toutes les bases de données qui existent sur la nature dans le Grand Est. Ça permet déjà d'avoir une approche. Alors, bien évidemment, c'est un service payant, puisqu'il faut rechercher l'information, voire l'interpréter. Mais moi, vous savez, d'entrée de jeu, et on parle des petits plus que des entreprises peuvent avoir, c'est déjà renseigné préalablement sur est-ce que cette zone-là est déjà hyper riche en espèces protégées, je vais avoir quand même beaucoup d'emmerdes derrière, c'est peut-être pas la peine d'entrée de jeu. Ou alors, un peu moins, mais on a déjà prouvé qu'on a été chercher l'information. Forcément, il ne faut pas rêver, c'est les plus. Donc, je vous invite à se tourner vers cette association. Et l'État avait lancé un truc qu'il faudrait bien relancer, ça serait cool. Ça s'appelait les cartographies régionales des enjeux territoriaux de la biodiversité, le carnet B. Et c'était exactement le même principe. C'était d'avoir un maillage, ça a été fait sur la Lorraine en termes expérimental, de 5 km sur 5 km. Est-ce qu'il y a des espèces protégées dans ce maillage-là? C'était prévu pour les grandes infrastructures de transport, les TGV, les autoroutes. Est-ce que d'entrée de jeu, je vais plutôt passer par un 50 cases où il y a 50 espèces protégées, ou je vais essayer d'avoir un autre tracé d'entrée de jeu? C'est vraiment, on est déjà dans l'évitement, et c'est vraiment la meilleure façon de s'y trouver. Et pour tout ce qui est photovoltaïque, il y a aussi un petit élément qui n'est pas inintéressant, qui est sur le site de la DREAL Grand Est. C'est de nouveau que Grand Est, mais ça peut s'appliquer. C'est une doctrine qu'a mis en place le comité scientifique régional du patrimoine naturel du Grand Est. Une doctrine sur le photovoltaïque au sol. En disant déjà d'entrée de jeu, nous ce qu'on souhaiterait, c'est éviter les SNIEF. Parce que forcément, si elle est là en place, c'est pas pour rien. Donc si vous avez une construction dessus, il va y avoir de l'impact, il va y avoir une étude d'impact plus poussée, et donc forcément des mesures peut-être compensatoires si on n'arrive pas à éviter, etc.
Et puis d'autres éléments, pas sur les zones humides, parce qu'il y a aussi la loi zone humide qui permet d'orienter. Et je pense que c'est valable pour le Grand Est, mais c'est valable à peu près pour toutes les régions de France. Au moins, ça vous permet, vous, en tant qu'infrastructeur ou qu'entreprise, de savoir d'entrée de jeu ce qui va, là où ça va le plus coincer, parce qu'il y a le plus de sales bestioles qui sont déjà présentes ou pas. Monsieur Godet, je tenais à vous remercier parce que normalement, j'aurais dû vous mettre une chaise devant parce que vous avez apporté tellement d'éléments complémentaires que merci beaucoup. Non, mais c'est pour ça que je suis là. Moi aussi, je suis là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder ou est-ce qu'on peut considérer qu'on en a terminé? Peut-être une chose, est-ce que vous ressortez de cette conférence avec des éléments que vous n'aviez pas en y entrant? C'est important. Oui? On a réussi quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. N'hésitez pas à prendre les coordonnées des personnes qui sont ici. Et puis, je vous souhaite vraiment de bonnes choses dans vos futurs projets. Voilà, merci beaucoup.